Ok. Ah, je sens que le sucre fait effet là, je le revis. J'étais en train de trembler dans tous les sens, mec, je Et jure. le mec, il va En être plus, déter pour taffer ce soir, gros. mais je sais même pas. Parce que là, on vient d'arriver à la piscine et tout, mais même j'ai bu, je sais pas quoi, j'ai ingéré je sais pas combien de milligrammes de caféine. Je dois être à bien 300 milligrammes, donc. Il est bien l'Airbnb ou pas? Ah, il pète sa mère, il tue de malade. Il y a piscine. Attends, je sais pas si je peux te montrer des photos vite fait, mais ça pète de fou, frère. Je suis trop Putain, content. il a l'air incroyable. Surtout avec la chaleur en ce moment, il a coûté Mais combien? ouais, tout est climatisé et tout, c'est de la frappe. Attends. Ah ouais, c'est vraiment pas mal, genre. Il t'a coûté combien Pardon. l'Airbnb? Si je reste du 2 au 18, je crois, c'était 5003. Ah ouais, ça va en plus. Bah, en vrai, en fait, c'est juste que tout était genre hors de prix parce que je me suis pris un peu au dernier moment du coup pour organiser ça. Et genre dans le sud de la France et tout, tout était hors de prix as fuck, genre. Ouais. Ok, j'ai capté. Bon, ok. On est sur. Attends, il y a un truc que j'aime pas. C'est la lumière au fond. Ouais, j'ai la vision. Dire quoi? Je vais faire ça. Un peu. J'ai pas l'habitude de mettre de la lumière quand je taffe. Je trouve que ça défocus énormément, genre. Je sais pas Bah, faut toi. bien savoir jouer avec la lumière. Mais moi j'ai appris ça, bah, en fait juste, j'aime bien la cinématographie, donc même pour les ads, pour tourner des vidéos, etc. c'est hyper important. Donc j'ai appris ça vachement. Ok, je vois. Donc, j'en étais où? Les gars, on est avec Lubin, un invité que je ne connais pas du tout. Je connais juste son âge, son prénom et c'est à peu près tout. Lubin, je te laisse te présenter. T'as un business à 6 chiffres, si je me trompe pas, ce qui était inscrit Ouais. dans ta bio. Ok. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Donc moi je m'appelle Lubin. En fait j'ai un business en effet à 6 chiffres. Je bosse avec ma mère qui est psychothérapeute. Et en fait on vend des accompagnements en ligne, des programmes en ligne, pour les gens qui veulent arrêter de fumer via des webinaires. Donc on a commencé le tout début de l'activité en janvier 2025. Et au début, on chiffrait un peu avec un tunnel VSL, mais rien de fou. Et après, on a commencé les webinaires en octobre 2025. Et à partir de là, ça a décollé. Chaque mois, on a bien taffé. Là, ça fait 3 mois, on fait plus 50% à chaque mois sur le mois précédent. Donc là, on est en plein scaling, c'est de la frappe. Ok, ça fait comment, pardon, de travailler avec sa mère, genre? Euh, En fait, c'est simple parce que en fait, il y a des avantages. C'est que moi, ma mère, je sais qu'elle me l'a dit et elle tient notre relation plus que tout. Et en fait, ça enlève un poids mental dans le sens où je sais qu'elle va jamais me la mettre à l'envers parce qu'elle m'a dit elle préfère que je parte avec tout le pognon et que je lui mette fasse un coucou de pute, etc. plutôt que de perdre la relation avec moi. Tu vois, genre, je suis son enfant unique donc c'est ce que j'ai de. Elle a je suis ce qu'elle a de plus précieux, tu vois, donc, donc Ouais. elle sacrifierait ça pour rien au monde, donc ça fait une sécurité dans le sens où je sais que je peux lui faire confiance à 100%, on peut se dire les choses simplement, et, et bah pour l'instant, en fait, j'aurais les moyens de me prendre un appart, mais pour l'instant, je vis encore chez elle, parce que déjà c'est pratique pour le business, et vu qu'on fait que scaler, en réalité, si je me prends un appart, genre 2 mois après, je pourrais me prendre un appart beaucoup mieux, du coup, ça va me casser les couilles, tu vois, mais sinon, ça va être bientôt. Mais donc en fait c'est simple, ça permet de la simplicité, ça permet de se parler simplement, ça permet de faire confiance à l'autre et de pouvoir être honnête et de savoir que bah on est là sur le long terme en fait et qu'on fait pas ça pour rigoler et qu'on peut se faire confiance. Ce qui est bien c'est qu'aussi on a chacun nos rôles, on est très putain t'as le mot ou pas? Hommes et femmes Complémentaire. ils sont Complémentaire. complémentaires exactement, merci beaucoup. C'est Ça doit être une dinguerie. T'imagines? Attends, j'imagine trop la discussion le jour où vous vous êtes dit, viens, on fait un business ensemble. Genre, en ça doit. fait Ouais. En fait, l'histoire, c'est que ma mère, tu vois, vu qu'elle est psychothérapeute, elle était un peu dans le monde, etc., du business en ligne. Et en 2013, elle a eu l'idée justement de faire un programme en ligne pour les gens qui veulent arrêter de fumer. Mais tu vois, moi, j'étais en train de grandir, elle s'occupait de moi. C'était maman célibataire, enfin maman seule avec son fils, tu vois. Donc elle s'est dit, bah, je verrai ça plus tard, parce que après, aussi, c'est pas du tout son domaine de compétence, elle y connaît rien en marketing digital, tu vois. Et vu que moi, je savais que je voulais être entrepreneur, j'ai été pris de passion pour ça. Et je savais que je voulais faire du chiffre. Bah, à un moment, juste avant, je bossais avec mon père. Après, quand je suis revenu chez ma mère, bah, on s'est juste lancé dans le projet direct. Et c'était une évidence en fait. Parce qu'elle avait eu cette intuition-là il y a plus de 13 ans aujourd'hui. Et bah, à ce moment-là, j'étais apte. J'avais pas encore toutes les compétences que j'ai aujourd'hui. Mais pour autant, je savais que j'allais faire marcher ça.
Et du coup, on s'est lancé et c'était honnêtement un kiff du début à la fin. Il y a eu des moments un peu plus durs, mais honnêtement, c'était que du kiff. Et c'était à partir de quel âge que tu t'es dit, ok, faut que j'entreprenne, genre. Hum, je pense peut-être 16 ans, mais en fait, je me souviens quand, en fait, le début, entre guillemets, en seconde, j'ai commencé un peu par un truc que beaucoup de gens font, c'était le resell Vinted. J'étais au tout début. Et On a tous commencé c'était. par là, frérot. Ouais, ouais, je te jure. Et en soi, c'est de l'entrepreneuriat parce que tu vois, t'as un business, tu dois gérer. Donc, je faisais ça au début. En seconde, je me souviens, je faisais genre. En fait, je gardais trop de vêtements, donc je faisais un profit genre 500, entre 500 et 800 balles, tu vois, par mois. Mais le truc, c'est que je me tapais genre en prix boutique, je gardais genre 1000 à 1500 euros d'habits, tu vois. Et c'est de la frappe parce que moi, j'étais dans un lycée privé. Et je me souviens qu'il y avait des mecs un peu. Enfin, il y avait des familles un peu richoux, tu vois. Ils avaient tous du stone et tout. J'étais en mode, eh, vas-y, moi aussi, je veux pas, je veux du stone, je veux pas du LS pourri, tu vois. Et du coup, j'ai pris ma revanche un peu là-dessus, tu vois. J'étais content. Ouais. Et du coup, je pense que c'est là que ça a commencé, en soi, l'entrepreneuriat. Mais après, Après, à bout d'un moment, ça marchait plus parce que, genre, à tous les gens qui regardent ça, par pitié, ne vous lancez pas dans le sell Vinted, c'est finito. Genre, fuyez ce truc à tout prix. Et du coup, après, j'ai fait une petite pause. Enfin, j'ai un peu déconnecté pendant peut-être une petite année. Et après, je me suis relancé. Je dit, il faut que je fasse de l'oseille. Et après, je suis parti vivre avec mon père et on a essayé de bosser ensemble. Mais on a chiffré un peu, mais ça a rien donné d'incroyable. Et je suis retourné vivre chez ma mère parce que ça me convenait pas notre collaboration. Et avec ma mère, ça a tout pété. Avec ma mère, ça a tout pété. Gros, je suis mort, c'est la première fois que j'entends ça. Comment ça, la collaboration avec ton père, ça te convenait pas, genre? En mode, c'est même pas une relation père-fils, c'est la collaboration, putain, c'est de la merde, genre purement business, c'est ça? Bah, en fait, le truc, c'est que c'est le business aussi ce qui nous a beaucoup rapprochés parce que mon père, on n'a pas été super proches, c'est-à-dire il était pas présent. En fait, je l'ai pas. J'allais chez lui un week-end sur deux, mais on parlait pas vraiment. Je l'ai jamais vraiment connu dans le sens où on était proches physiquement, mais on n'échangeait pas, tu vois, on se connaissait pas vraiment. Moi, mon père, c'était C'est juste. un peu Ouais, locataire c'était en mon mode. père, c'était un mec qui avait une grosse voix qui me faisait peur, tu vois, c'est tout, honnêtement. Ok. Et du coup, en fait, ça nous a vachement rapprochés. Et sauf que, en fait, tu sais, il y a des gens, ils, ils ont l'air d'avoir énormément de qualité. Et en fait, souvent, le truc, c'est qu'une qualité, sur le long terme, ça peut devenir un défaut. Et avec mon père, ça s'est un peu dégradé. Et il y a des trucs sur lesquels on n'était pas d'accord. Moi, j'aimais pas forcément sa manière de travailler. Et il avait des défauts. J'ai pas envie de m'étaler là-dessus, tu vois. Mais il y avait des trucs dans notre collaboration, ouais, comme je te le dis, qui me convenaient pas. Et au bout d'un moment, j'aimais plus travailler avec lui. Ça me convenait plus. Et du coup, je suis retourné vivre chez ma mère. Et là, du coup, en fait, avec ce que j'ai appris avec mon père, tu vois, ça m'a permis de lancer le business qu'on a à l'heure actuelle. Et dis-moi si je parle trop vite parce que j'ai vraiment tendance à parler trop vite. Non, ça va, en vrai de vrai, c'est OP. Est-ce que tu Ok, penses que ok. c'est parce que tu as lancé un business avec ton père que tu as eu l'idée de t'associer avec ta mère? Non, en fait, je pense pas parce que on avait eu cette idée ça fait longtemps qu'on pensait à ça, qu'il y avait cette idée du programme en ligne pour arrêter de fumer. Mais ça m'a permis d'acquérir les compétences nécessaires et de tourner une page. Tu vois, c'était juste la page suivante. Je me doutais que ça allait arriver un jour ou l'autre parce que quand je travaillais avec mon père, elle était déjà en train d'écrire le programme. Et ça m'a permis de tourner une page et d'avoir une base de compétences pour moins ramer justement avec ma mère. Ok, ok, je comprends. Donc, ouais, c'est l'expérience qui t'a permis d'acquérir des compétences qui, par après, investi dans le bon business, t'a permis d'exploser en gros. Franchement, ouais. Et, genre, vis-à-vis du. Là, on va parler plus structuration système, ok? Étant donné Mhm. que, genre, ce podcast il est vraiment dédié à des entrepreneurs qui sont déjà lancés dans le business. Donc, je pense que c'est la partie qui va les plus les intéresser. Niveau système, tu m'avais dit qu'au début, vous faisiez vraiment ASVSL, un truc classique, et ça n'a Mhm. pas très bien fonctionné, du moins pour ton business model. En Pourquoi est-ce fait, que ça a pas bien. En fait, moi je kiffais parce que bah t'as vraiment rien à faire. Ads VSL c'est cool. Et en fait, on avait un ROS à peu près de 4 il me semble, donc c'était sympa. Mais Mhm. après, tu vois, c'était le début, donc on était budget un peu timide. Et sauf qu'un jour, Meta a restreint notre domaine parce que bah, c'est ce tabac, sujet un peu sensible, et il y avait la VSL, il devait y avoir des images de cigarettes, etc. Ils m'ont même pas toujours dit vraiment pourquoi ils ont restreint le domaine. Et du coup, bah, ça nous a un peu.
forcé à tourner la page là-dessus. Mais j'ai vite rebondi dans le sens où je dis à ma mère, en vrai, je pense que c'est pour le mieux. Parce que, écoute, on va faire un tunnel webinaire et on va essayer de faire marcher ça. Et ça va être de la frappe. Et c'est quoi la différence notable que tu as pu voir entre le tunnel VSL et le tunnel webinaire, genre? Ah, beaucoup plus facile de scaler en webinaire. C'est-à-dire que s'il y a un peu de mise en place, parce que, et même ce qui est bien avec le tunnel webinaire, c'est que tu as beaucoup de data à traquer, c'est-à-dire que c'est très facilement traquable et tu sais très facilement sur quoi tu as fait la semaine prochaine pour améliorer le truc, tu vois. C'est-à-dire que tu vois ton tunnel webinaire, donc tu as ton coût par leads, ta conversion, ton show-up, et tu vois où est-ce que ça merde le plus, et tu dis, ok, bon, cette semaine je bosse sur le show-up, cette semaine je bosse sur les ads, cette semaine je bosse sur la conversion en ligne, cette semaine je bosse sur le taux de rétention dans le webinaire, etc. Tu vois, et tu sais exactement quoi améliorer pour faire de mieux en mieux en mieux chaque semaine. C'est plus facilement traquable, c'est plus facilement scalable parce que bah, là, ça convertit beaucoup mieux, ça convertit comme pas possible en réalité les webinaires. Donc bah, c'est hyper fort. Et c'est juste. En fait, c'est un peu plus de boulot parce que bah, c'est une plus grosse machine à tourner, tu vois. Mais en plus, ce qui est bien, c'est que du coup, nous, notre page de vente VSL, on s'en sert en follow-up, tu vois, pour les gens qui n'ont pas acheté pendant le webi. Et du coup, ça nous permet, en fait, on a encore de l'utilité. Mais ouais, je pense plus de trackabilité, c'est beaucoup plus scalable parce que ça convertit mieux en fait. Et tu peux aller chercher des gros budgets, des plus gros budgets pub. Ok, je vois. Et qu'est-ce que tu as décidé de déléguer toi en premier justement dans ce système, genre? Moi pour l'instant, je fais encore beaucoup de choses seul. En fait, en fait, je vis vibes dans le sens où là, je suis avec ma mère, ma meuf et mon pote. Parce que mon pote, c'est mon salarié. Genre, en fait, Toi, c'est en vraiment une fait, entreprise genre familiale de ouf, genre. un peu, ouais. En plus, mon frère aussi, en fait, mon frère aussi, il est entrepreneur et en plus, pour le coup, dans son entreprise, il y a vraiment tout le reste de la famille, enfin mon demi-frère, parce que je suis enfant unique du côté de ma mère. Mais en gros, c'est juste qu'on était à la salle et tout, enfin dans la voiture, et il me fait ouais, et tout, je vais devoir taffer cet été. Et je suis en mode, non, frère, c'est chiant, tu vas taffer, tu vas pas être dispo, je sais pas quoi. Je dis, au pire, je t'embauche. Donc, aucun sens. Aucun sens. Mais, et en plus, il est pas très compétent. Je sais jamais quoi lui faire faire parce que je sais pas qu'il sait pas faire grand chose, tu vois. En fait, c'est un stagiaire qui sert à rien, genre. Mais je te jure, et en vrai, il est utile, des fois je lui donne des petits trucs à faire, ça va. Mais et en fait, je me suis dit, quand même, il sert à rien. Le fait qu'il soit là, ça me met dans le mood et j'ai plus envie de travailler. Donc, même si, genre, lui, il travaille pas, s'il est là, il y a quand même plus de travail qui est fait parce que si je suis seul, je vais me faire chier. Et en fait, quand je suis seul, je déprime et j'ai envie de doom scroll. Donc, j'embauche mon pote pour qu'il me donne envie de travailler et c'est forcément rentable parce que sinon, je le paye au SMIC. Et c'est lui qui doom scroll. Ouais, ah ouais, le doom scroll, lui, pour le coup, ouais. Ah, c'est merde, c'est un professionnel. Et non, mais en vrai, franchement, le business c'est fun, faut pas se prendre autant la tête. C'est pas opti, tu vois, j'en sais rien, mais chacun vit sa vie. Mais non, en gros, du coup, ouais, niveau délégation, je lui délègue un peu des trucs de montage. Je lui dis d'envoyer deux trois mails. Mais en fait, sinon, je m'occupe vraiment de quasiment tout en vrai de vrai. Niveau délégation, pour le coup, j'utilise un peu. J'ai créé un agent IA, etc. pour s'occuper de répondre aux mails automatiquement. Moi, j'ai juste à valider ou à modifier. Ça me fait gagner du temps, c'est pratique. Et niveau délégation, en fait, c'est juste que si tu fais ça bien, t'as pas tant de boulot, donc t'as pas tant de choses que ça à déléguer, genre. En vrai de vrai, Mm. hein. Ok, je vois. Et ça veut dire Mais que avec cette structure-là, tu penses que tu peux atteindre, genre en mode, par exemple, bah, les 7 figures? par an? Ouais, par mois. Ouais. Par mois? Par mois. Par mois, non, je pense pas. Pourquoi? C'est une figure. Attends, ça ferait combien? Ça ferait. Je crois que c'est 3000. Je vais voir combien ça fait de ventes. 1 million. 333. Hop, ça fait 3000 ventes. Ouais, non, parce que en fait, ça ferait. Vu que moi j'ai une offre à 333, ça me ferait 3000 ventes. Donc si je fais un webinaire par semaine. Merde, attends. Ah, vous vendez du low Euh, ticket? Enfin, du. ouais, middle. Ouais. Peut-être qu'on montera les prix, mais pour l'instant, ouais. Ça ferait 750 ventes par webinaire, ce qui est juste ingérable, genre. Et Ouais. puis en fait, le truc, c'est que ma mère, elle accompagne les gens individuellement, plus ou moins. Enfin, elle répond pas par vidéo, mais tu vois, elle répond aux mails, aux commentaires, etc. individuellement. Donc ça serait une méga galère. Mais on trouvera les solutions, tu vois. En fait, le truc, c'est que tu trouves les solutions aux problèmes
faut pas essayer de trouver des solutions aux problèmes qui sont pas encore là, tu vois. C'est-à-dire que Ouais. tu avances, il y a des nouveaux problèmes, tu trouves des nouvelles solutions, et petit à petit, tu vois. Si tu essaies de tout Ouais. planifier 15 ans à l'avance, tu vas genre juste imaginer des problèmes qui n'existent pas et oublier les problèmes actuels en réalité que tu as besoin de régler pour passer au niveau suivant. Puis justement, je sais que genre en mode le plus important justement, c'est non seulement les problèmes que tu vas gérer, ok, se focus sur les problèmes de maintenant, mais aussi à quelle vitesse est-ce que tu vas pouvoir te permettre de venir gérer ces problèmes. Je sais que Elon Musk, il applique quelque chose qui est, j'ai énormément étudié le système d'Elon Musk, c'est que c'est une dinguerie, frérot. En fait, il Ah, est vas-y, tellement je... smart, mec, waouh! Bah, il est bon quand même. Il est vraiment bon du coup. Bah, et c'est le premier trillionnaire, j'ai envie de te dire. Mais du Bah, coup, quand même, hein. je sais que lui, ce qu'il fait, c'est que il donne des deadlines quasiment impossibles à tenir. Parce que ça pousse les personnes à être plus ingénieux pour leur permettre de régler les problèmes Hmm, beaucoup plus vite. Et ça, c'est incroyable, genre. Même Mathis Clou, hmm, il a dit quoi? Il a dit que... Tu vois qui c'est Mathis Clou, non? Je ouais. suppose. Ouais, bah oui. Mathis Clou, il a dit justement que lui, avec son équipe, au lieu de prévoir sur un mois, il prévoyait sur une semaine. Ça veut dire il se donnait des deadlines sur une semaine, comme ça, il a beaucoup plus de data à accumuler et ça lui permet d'avancer beaucoup plus vite, en fait, de mieux réajuster au cas où Hmm. il y a des problèmes et tout. Donc ça, Ouais, moi c'est aussi, je bosse semaine par semaine. semaine par semaine. Bah Bah, justement, en fait, je vois pas comment tu peux faire par mois, c'est juste trop long pour... En fait, le truc, c'est que si tu veux améliorer dans un truc, c'est pas la pratique qui compte, c'est le feedback. C'est-à-dire que plus souvent, tu feras une action, tu as du feedback, tu ajustes ton action, tu as du feedback, et en fait, plus vite tu vas pouvoir faire cette feedback loop, plus tu vas progresser. C'est pas la pratique qui fait progresser, c'est la feedback loop, et plus tu vas vite dans ça, plus tu vas progresser en réalité. hmm. Ce qu'il faut savoir, c'est que moi, j'applique un système, c'est un système de cycle, en gros. Ça veut dire qu'une semaine, c'est une journée, c'est un cycle, une semaine, c'est un cycle, et un mois, c'est un cycle. Ça me permet justement de venir ranger vraiment toutes mes datas que je peux me permettre d'avoir dans des cycles. Et après, je sais que, par exemple, je rencontre un problème que j'ai potentiellement déjà géré, bah, je vais juste chercher dans les cycles antérieurs pour me permettre de voir comment est-ce que j'ai pu le gérer, etc., etc. Et cetera. Et quand je me foire aussi, bah, je regarde qu'est-ce qui a fonctionné quand justement tout allait bien dans le business. Et ça, c'est vraiment banger. Et d'ailleurs, en parlant de temps, ça nous emmène à la prochaine question. Qu'est-ce que tu as pu mettre en place, que ce soit dans la gestion de ton temps, vu que c'est, à mon sens, c'est la ressource la plus importante, dans la gestion de ton temps, agenda ou autre, qui t'a vraiment permis d'aller au step supérieur, tu vois ce que je veux dire? Je pense que c'est, je te dis, c'est l'agent IA que j'ai mis en place avec mon business. Ça me permet de répondre aux mails plus rapidement, mais en fait, il y a pas, j'ai pas l'impression qu'il y ait énormément de tricks qui me permettent de vraiment gagner du temps. Pour moi, si tu veux vraiment gagner du temps, faut juste prioriser ce que tu as à faire. C'est-à-dire que si tu veux gagner du temps, en réalité, tu fais juste l'action qui a le meilleur ROI sur le moment. C'est-à-dire que tu peux pas, s'il y a des trucs à faire, bah tu peux pas les faire en un claquement de doigts. Dans tous les cas, ils seront à faire. Le truc, c'est que sur tous les trucs que tu as à faire qui seraient bien d'être faits, tu regardes c'est quoi qui te donne le meilleur ROI et tu fais cette action-là en premier. Et pour moi, c'est une manière en réalité de compresser le temps. Parce que faut pas regarder ce qu'il y a à faire, faut juste regarder parmi ce qu'il y a à faire, c'est quoi l'action qui là, si je le fais, va me rapporter le plus de cash flow. Ouais, Mais ok. en termes de trucs qui m'a vraiment fait gagner du temps, franchement, je saurais pas te dire. C'est et tout automatisé. On va essayer d'automatiser le plus de choses possible. Vraiment, tout ce qui est automatisable, automatise. Et sinon, fais au mieux, fais un hybride. Tu conseilles de le faire quand automatisé? Vu que par exemple, tu vas pas dire à un débutant qui chiffrera par exemple moins de 10K par mois, d'automatiser ça ferait pas sens, tu vois. Vu que c'est pas la chose la plus importante à faire pour lui là maintenant tout de suite. Donc tu conseilles de le faire à partir de quel niveau de revenu, genre? Je trouve que ça dépend quoi. Parce que automatiser une séquence email ou un truc comme ça à 3K par mois, même dès le début, c'est logique en réalité. C'est-à-dire que si tu as un tunnel webinaire, tu vas pas envoyer les emails à tout le monde manuellement. C'est-à-dire que tu vas préparer ta séquence email automatique. Les gens ils s'inscrivent, ils reçoivent leur petit mail. Et pour moi, en fait, c'est pas une question de automatiser, c'est dans quelle mesure tu automatises. Et est-ce que ce que tu fais, c'est de la branlette intellectuelle qui te donne l'impression de travailler ou est-ce que c'est quelque chose qui a un vrai ROI dans le sens où il n'y a pas de moment où c'est trop tôt d'automatiser, c'est juste est-ce que c'est utile? C'est ou est-ce que j'en fais trop? Est-ce que je suis en train de faire beaucoup de choses sans avoir la feedback loop pour savoir si l'action que je fais à l'heure actuelle elle est bonne? C'est-à-dire que tu fais une petite action, tu regardes ce que ça donne, tu refais et tu ajustes. Et pour moi, c'est jamais trop tôt pour automatiser parce que de toute façon, automatiser ça te fera gagner du temps. La question c'est est-ce que pour moi, c'est juste est-ce que ça vaut le coup à chaque fois? Est-ce que
Ça me prend beaucoup de temps. Est-ce que si je l'automatise, ça va me faire moins de temps? Est-ce que je pourrais faire autre chose de mieux? Est-ce que ça va être plus performant? Je vois pas pourquoi quelqu'un qui débute devrait passer du temps à faire de la merde. C'est juste s'il a pas les moyens de se payer des outils d'automatisation, pourquoi pas? Mais je vois pas en quoi c'est une mauvaise chose d'automatiser dès le début, moi, pour le coup. En Et fait, après, moi, moi, vas-y. non, vas-y. Moi, après, pour le coup, je sais que je suis comme ça. J'aime pas faire un truc un peu mid. C'est-à-dire que si je me lance dans un truc, je veux le top du top direct. Tu vois, par exemple, moi, j'ai pris l'accompagnement de Jean et Jody par rapport au webinaire. Et je vais pas commencer, si je fais mon premier webinaire, je vais pas commencer à faire une architecture, un système débutant. C'est-à-dire que non, je prends Webinar Jam, je prends ActiveCampaign, je fais tout, et on y va, tu vois. Mais c'est juste, moi, c'est moi, je sais que j'ai un peu de mal avec les petits tests, c'est-à-dire hop, je fais tout carré et on y go. Ouais. Bah, honnêtement, tu sais que c'est super intéressant. Pour moi, pourquoi est-ce que je dis qu'il faut pas tout automatiser dès le début? Parce que quand tu rentres, il y a des choses que tu ne fais pas bien, tu vois. Et si tu le fais pas bien et que tu l'automatises, ça va juste multiplier tes erreurs, quoi, à mon sens. Donc c'est pour ça Hmm. qu'il faut d'abord savoir prendre un peu d'expérience sur le truc, savoir bien le faire. Et pour ça que je conseille d'abord de chiffrer avec nos systèmes actuels, parce que c'est ça qui va réellement décider si oui ou non nos systèmes fonctionnent. Est-ce que ça rapporte du chiffre d'affaires? Et après, une fois qu'on voit que ça a rapporté suffisamment de chiffre d'affaires, là, on peut commencer à les automatiser, genre. Après, je me dis, tu peux très bien voir si ton automatisme fonctionne. C'est-à-dire que tu automatises une séquence email et si elle fonctionne pas, tu la changes. C'est pas parce que c'est automatisé que tu peux pas changer et avoir quand même du feedback sur les résultats que cette automatisation donne, je trouve. Ok, ok, je vois. Et j'ai une question. Quelle décision, d'après toi, business, est-ce que tu as pris qui était trop tard? Beaucoup trop tard pour ton niveau. Quitter l'école, franchement. L'école. Quitter l'école. Moi, j'ai pas le bac. J'ai quitté l'école en terminale. Ça fait. Depuis la cinquième, j'étais honnêtement, je pense, en dépression de ma cinquième à ma terminale. C'était horrible. J'ai toujours détesté ça. J'avais envie de me tirer une balle. Je déteste mon collège-lycée. Franchement, j'ai pas les mots pour décrire à quel point je les déteste. Ça m'a toujours fait souffrir. Je me suis jamais senti à ma place. J'ai jamais rien appris. J'ai jamais été épanoui. J'ai toujours été tué par les horaires que ça proposait. J'ai eu des énormes problèmes de sommeil qui ont lié des énormes problèmes d'anxiété, qui ont lié des énormes problèmes de nervosité, de fatigue nerveuse qui m'ont duré des années, qui m'ont cassé les couilles. Et je me suis fait du mal à essayer de rester dans un environnement qui me tuait. Si l'école, c'est pas pour toi et que tu sais que tu t'arrêteras jamais et que tu sais que tu as envie d'être entrepreneur et que tu sais que tu t'arrêteras jamais avant d'avoir réussi, que tu en es persuadé que peu importe ce que ça coûtera, peu importe ce que ça prendra, tu vas y arriver, quitte l'école. Genre, à Ok. chaque fois, les gens ils disent genre, non, mais attends, passe ton bac. J'ai plusieurs trucs par rapport à ça. C'est, les gens, ils vont te dire, fais les deux en même temps. En fait, tu casses les couilles. Et le truc, c'est que l'argument de fais les deux en même temps, il est pas valable dans le sens où les gens ils disent, oui, mais le bac, ça t'ouvre quand même des portes. Le truc, c'est que ces portes-là, je préfère mourir que de les prendre. Les portes que ça m'ouvre, c'est quoi? C'est faire des études qui me parlent pas, avec des informations complètement outdated, que personne n'utilise, qui ont 10 ans de retard ou un job de caissier de merde. Non, en fait, pourquoi je voudrais ces portes ouvertes? Je ne veux pas y aller. Genre, je ne veux pas que ces portes soient ouvertes. Je ne veux pas me laisser le choix. Si t'as un plan B, bah, ça devient ton plan A, le plan B. Moi, j'avais un plan, être entrepreneur et réussir. Et j'ai jamais eu une autre option dans ma tête et je n'avais pas le choix. Et genre, c'était ça. En fait, j'avais pas d'autre option. J'allais y arriver. C'est juste pas possible autrement. Et le truc, c'est que si tu te laisses le choix, en fait, je sais pas, si t'as pas confiance en toi, ou en fait, c'est juste. C'est même pas que je le voulais à la mort d'être entrepreneur. Je pense, même si énormément je le voulais à la mort, je pense que le truc encore plus puissant, c'est que plutôt mourir que d'avoir une vie normale. Plutôt mourir que de travailler à Starbucks, plutôt mourir que de travailler dans un bureau, plutôt mourir que de pas être libre financièrement, plutôt mourir, vraiment, plutôt mourir parce que j'ai déjà vécu assez enfermé comme un esclave à écouter les ordres comme un toutou à l'école. Si ça c'est ma vie, plutôt mourir. C'est pour ça en réalité, c'est ça la motivation que j'avais. C'est que je savais que de toute façon, plutôt mourir que d'ouvrir ses portes. C'est pour ça que je voulais pas me laisser le choix, tu vois. Ok. Tu sais que tu as totalement raison. Et je te rejoins sur le fait que, gros, même moi, j'ai eu des horaires éclatés. Mais j'ai dû continuer le cours. Malheureusement, enfin, malheureusement ou heureusement, je sais pas, seul l'avenir nous le dira. Pour ma maman, ok, elle voulait pas du Ouais. tout. Même mes oncles, j'ai des oncles, frérot. Mes oncles, ils sont super smart. Ils sont multimillionnaires à l'heure actuelle et ils m'ont dit, faut quand même que tu passes le brevet vu que, justement, je sais pas quoi, je sais pas quoi, je sais pas quoi. Je me suis dit, vas-y,
Et surtout, gros, je te mens pas, ils m'ont dit, on va t'acheter un truc. C'est ça qui m'a le plus motivé à continuer les Ouais, cours. Ils m'ont dit, bah on c'est va t'acheter sûr. un truc. Donc voilà, mais sinon, gros, j'aurais pas continué les cours. Il y a un truc qui m'intéresse aussi, quel, quel mode de pensée est-ce que tu es venu appliquer dans ton business, ok, pour te permettre d'atteindre ton stade actuel? Genre la chose la plus cruciale que tu appliques à chacune de tes décisions, qui te fait dire, putain, en fait, si je l'avais pas appliqué, j'aurais très certainement jamais atteint mon niveau actuel, genre. Mais en fait, je pense que je vais être vraiment à l'inverse du courant par rapport à ça. Mais moi, ma vie, c'est vibes. Si j'ai pas envie de bosser, je bosse pas. En fait, c'est juste. En fait, moi, dans ma vie, dans mon expérience de vie, j'ai l'impression que si je me force à faire un truc, genre, je vais juste pas y arriver. C'est-à-dire que je vais faire soit. Genre, j'ai vraiment avoir envie de me tirer une balle dans la tête, soit je vais le faire mal. Et du coup, plutôt que de me forcer à faire un truc que j'ai pas envie, j'essaie de me donner envie de faire des trucs en rendant ça fun, en invitant des potes à la maison, parce que, ou en engageant mon pote en tant que salarié, parce que du coup ça me met dans un mood cool, j'ai envie de bosser, en partant en vacances dans des endroits sympas, en faisant des masterminds. En fait, il faut se faire kiffer. Et c'est surtout ça qui est dur au début, c'est que bah, c'est décourageant de ouf. C'est décourageant de ouf. Moi, en fait, le truc, un message à tous les, peut-être les débutants, les entrepreneurs, etc., qui ont du mal avec la discipline, la motivation, etc. Moi aussi, j'ai du mal par rapport à ça. Mais en fait, le truc, c'est que quand tu commences à chiffrer, mais ça disparaît en fait. Le truc c'est que si tu te dis que si je fais ok ce petit truc là, je vais brasser deux fois plus. Mais en fait la motivation elle est illimitée, t'es jamais fatigué. Moi avant j'avais des problèmes de sommeil, si j'avais pas mes 9 heures de sommeil j'avais envie de mourir. Maintenant je peux dormir 2 3 heures par nuit, je vais quand même bosser parce que, pas parce que je me force ou je sais pas quoi, parce que j'ai une force mentale que vous n'avez pas. C'est juste que si ça marche et si tu sais que ce que tu fais ça va rapporter pour de vrai et que c'est pas t'es pas dans ce cycle décourageant de tu fais un truc ça foire, tu fais un truc ça foire, tu fais un truc ça marche un petit peu, tu réessayes de l'améliorer et ça refoire. En fait, si quand tu fais des trucs ça te rapporte des résultats, mais c'est juste trop fun, t'as envie de le faire, c'est juste motivant. Et c'est faut juste arriver au stade où ça commence à rentrer, où t'as juste la motivation qui vient et où tu te dis ah putain c'est trop cool, c'est trop cool. Et tu veux plus, tu veux plus. Moi je bosse à l'heure actuelle, j'arrive à bosser beaucoup plus qu'avant parce que je veux plus, parce que c'est fun, parce que je vois, ah putain, il y a les chiffres, il y a les chiffres, ah je veux plus. Et, et surtout, pas oublier que tu fais ça pour toi en fait. Faut se faire kiffer, faut se respecter. Par exemple, tu vois, je voyais, bah, cet été, je vais, bah, même d'ici quelques semaines, je vais au Mastermind d'Ethan Duvin, qui a l'air d'être un super entrepreneur, qui est en 2007 comme toi, c'est super impressionnant. Mais je l'ai vu dans une story et il voulait engager des gens, les ramener chez lui à Dubaï pour qu'ils bossent ensemble. Et j'avais regardé sa VSL par rapport à ça. Et il racontait que, en gros, bah moi, il disait, moi je suis pas heureux, mais enfin, tous les matins je me réveille, j'ai le seum, je dois travailler, ça me fait chier. Et si tu viens, bah écoute, tu vas travailler 12 heures par jour, ça va pas être drôle, mais tu sais, au moins moi je sais que c'est pour un truc incroyable dans le futur, etc. Moi, ça je capte pas. Le truc de sacrifier le maintenant pour le futur. Parce que de toute façon, le futur, en réalité, si tu te mets à travailler comme un malade dans ta vingtaine, et tu travailles plus dans ta trentaine, tu vas être triste. Parce que le travail, c'est une partie intégrante de ta vie, ça fait partie d'un équilibre. Et le truc, c'est qu'en plus, si tu es déséquilibré pendant 10 ans de ta vie, tu vas encore plus galérer à trouver cet équilibre. Et en réalité, le but de la vie, c'est pas d'être très fort en travail, c'est d'avoir une belle vie. Et l'aspect travail, c'est un des plans. C'est pas tous les plans. Et c'est hyper important, mais c'est pour ça qu'il faut se prioriser dans le sens où faut se faire kiffer. Je crois que j'ai un peu perdu mon train de pensée, mais c'est juste que l'aspect de sacrifier maintenant pour le futur, je le capte pas et je trouve ça dommage et triste parce que en fait, tu peux kiffer, genre, je Hmm. pense, selon moi, tu peux trouver un équilibre. Et en fait, ça peut être déséquilibré pour les gens qui t'entourent. Tu peux dire, ah ouais, faut faire ça comme un malade. Mais en réalité, tu trouves ton équilibre. Genre, moi, je travaille beaucoup. Mais c'est comme je dis, en fait, quand ça chiffre, c'est fun. T'as envie juste de travailler plus pour avoir plus parce que c'est rigolo. Mais en fait, c'est juste qu'il faut faire extrêmement attention au plaisir. Si tu te dégoûtes, en fait, t'arrives plus. En fait, faut pas se dégoûter. Faut se respecter. Et c'est un truc qui est pas vraiment beaucoup dit, je trouve, dans les discours des entrepreneurs ou de tout le monde. Tu vois, moi, je te dirais, en fait, faut que tu apprennes, faut que tu deviennes addict. Faut que ça devienne ta drogue. Parce que moi, ça devient ma drogue. J'arrive pas à m'arrêter. Je trouve ça trop fun. J'ai envie de chiffrer plus. Et faut pas que tu sois dans le truc de discipline. Discipline, faut travailler plus. Faut que tu kiffes, faut vraiment que tu kiffes. Moi, je sais que je tourne au kiff. Chacun est différent, c'est ça le truc aussi qui est complexe, c'est que mes conseils vont s'appliquer à certains et à certains pas du tout. Mais faut comprendre comment toi tu marches et qu'est-ce qui va te motiver. Faut voir, on vit tous le même combat, c'est la vie, c'est tous différents, on a tous un vécu différent, des traumas différents, un inconscient différent.
et il faut faire avec. Il y a des trucs à étudier par rapport à ça qui sont super intéressants, mais faut comprendre comment toi tu fonctionnes et les leviers à utiliser, tu vois. Mais Ok, moi, je c'est vois comme ce que ça. tu veux dire. Comprendre sa psychologie, sa propre psychologie. Est-ce qu'on travaille sous pression? Est-ce qu'on travaille pas sous pression du tout? Est-ce qu'on est plutôt du matin, du soir, etc., etc. Et cetera. Et en Hmm. fonction de toute cette data qu'on a accumulée, on, on avance tout simplement. On avance en étant le Ouais. plus efficace possible. Et c'est quelque chose que je dis souvent, c'est genre en mode, la data, si tu as envie d'être performant, la data, ça va tout faire. La data sur toi, la data sur ton business, la data sur ton avatar. Bref, tout type de data sera super, super important. Après, bien Hmm. évidemment, il faut savoir la classifier. Euh, ok. Quel indicateur tu vas venir regarder chaque jour et qu'est-ce que tu as arrêté de regarder au fur et à mesure que tu as avancé? Genre, dans ton funnel Webi, en gros, comment est-ce que tu le structures? Comment est-ce que tu es venu le structurer? Et quelle est la KPI la plus importante qui va te dire, OK, ça va venir me rapporter du chiffre ou non? En gros, ce que je fais, c'est plutôt simple, c'est que je regarde le dernier Webi, je regarde c'est quoi le KPI qui est le plus en retard par rapport aux autres, et je bosse là-dessus, et ainsi de suite. C'est-à-dire que je fais mon Webi, je regarde si c'est quoi qui foire, le show-up, la conversion, le CPL. Là, le CPL, il est monté récemment parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de nouvelles pubs. On a fait des nouvelles pubs, je suis en train de les monter. Là, du coup, cette semaine, vu qu'on a fait que de bouger, normalement, le Webi, c'est ce soir 20h, mais du coup, il n'y en a pas ce soir. Du coup, ce soir 20h15, etc., je vais relancer les ads. Et, euh, et du coup, on bosse là-dessus. Après, ça va être show-up que j'aimerais bien améliorer. Et sinon, peut-être un peu conversion des absents, tu vois. Mais tu regardes juste là où c'est en retard. Je te dis, tu regardes c'est quoi l'action qui a le meilleur ROI. À l'heure actuelle, l'action qui a le meilleur ROI, c'est faire baisser le CPL parce qu'il est trop haut. Et ainsi de suite. C'est juste chaque semaine, je regarde c'est quoi le KPI qui se pète le plus la gueule ou qui est le plus en retard par rapport aux autres. Je bosse dessus et je l'améliore petit à petit, petit à petit. Et en fait, ce qui est fort avec les webinaires, c'est que chaque KPI influence les autres. Et du coup, ça fait effet boule de neige et c'est de la frappe. Mais pour le coup, moi j'ai créé un dashboard personnalisé avec Claude pour qui traque tout. Je lui donnais toutes mes clés API, etc. Et du coup, ça me permet d'avoir un dashboard où je vois vraiment toutes mes datas, c'est hyper pratique. Et du coup, je sais exactement des trucs tu vois, qui sont soit éparpillés un peu par-ci par-là, dans certaines plateformes, soit qui sont littéralement pas visibles ou pas accessibles. Et moi, j'ai toutes mes datas et je regarde c'est quoi que j'aimerais améliorer. Même juste des trucs dont tu te rends pas compte, tu vois. En gros, je te donne un exemple. Je pensais que j'avais genre, un bon taux d'achat sur le replay parce que j'avais un bon taux de follow-up. Donc j'avais pas mal de ventes après le webinaire. Et en fait, en utilisant Claude pour coder ce dashboard dont je te parle, je me suis rendu compte que en fait, les conversions à post-webi, c'était des présents, c'était pas des absents. Et qu'en fait, ma conversion de présent, enfin, ma conversion absent, est plus sa grand-mère la pute. Et que du coup, il fallait vraiment que j'améliore ma page de replay, etc. Et c'est ça qui est hyper intéressant. Du coup, je l'ai amélioré. J'ai genre triplé ma conversion des absents. Et du coup, c'est carré. Il faut juste regarder là où tu es en retard et là où tu peux améliorer. Tu vois, en fait, là où c'est. Où est-ce qu'il y a le meilleur ROI à mettre ton temps? Parce que ton temps, il est limité. Tu peux pas tout faire. Moi, j'ai une to-do list, elle est grande comme ça, tu vois. Mais je regarde c'est quoi le truc que là maintenant, c'est quoi qui me rapporte le plus d'oseille si je le fais. Et boum, 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 t'enchaînes. Ok, ok, je vois. Euh, Vis-à-vis de ça, comment est-ce que tu sais en fait quelle action va te rapporter le plus? Est-ce que tu penses par rapport au coût que ça te coûte à l'heure actuelle de ne pas faire cette action? Ou est-ce que tu penses par rapport à autre chose? Vu que moi, c'est comme ça que je pense. Combien est-ce que ça me coûte à l'heure actuelle, par exemple, de ne pas faire X ou Y tâche, tu vois? Si c'est celle qui me coûte le plus de cash, bah dans ce cas, je vais venir à Hmm. l'améliorer. Et c'est forcément celle-là qui me rapportera le plus. Bon, moi, je vais prendre une approche légèrement spirituelle par rapport à cette réponse. C'est que pour moi, la plupart des actions viennent de deux sources, soit la peur, soit l'amour. Et moi, je pense différemment par rapport à quelle action euh, faire maintenant, parce que je me demande juste quel truc, si je le répare, va me rapporter le plus d'oseille. Je me dis pas qu'est-ce que je manque, parce que pour moi, si tu veux être aligné et aller là où tu veux dans la vie, faut pas que tu te concentres sur ce que tu as peur de perdre, parce que tu vas. C'est juste le message que tu vas envoyer à ton inconscient. Faut que tu penses à ce que tu veux, à ce vers quoi tu veux aller. Et c'est pour ça que je me dis, qu'est-ce que si je le fais, ça va me rapporter le plus d'oseille? Parce que, en fait, ça donne envie d'aller les chercher. Tu dis pas, oh merde, c'est la merde. Tu dis, oh putain, ça pourrait être génial. Et c'est con, mais il y a beaucoup d'aspects mindset qui comptent énormément, je trouve, comme ça, par exemple. Et je pense que après chacun pense comme il veut, tu vois, chacun, je te dis, chacun fonctionne différemment. Mais moi j'essaye de, ça me pousse aussi à être dans le kiff. Et je te dis que moi je tourne vraiment au kiff et que du coup ça me pousse à me dire ah ça pourrait être génial si je fixe ça.
Mais des fois, je me dis, bon, c'est la merde, là, faut vraiment que je répare ça parce que ça me coûte une fortune, je vais pas te mentir, ça arrive, tu vois. Des fois, tu dis, bah, des fois, t'as un truc qui a un peu de peur, mais tu vois, moi, je préfère aller vers le truc que je kiffe, vers le fun, plutôt que ma source de motivation, ça devient la peur parce que après, tu développes une anxiété. C'est facile d'être anxieux en réalité quand t'as des enjeux comme ça, quand t'as de l'argent, tu peux devenir ouf, et c'est pour ça que je trouve que c'est important de rester dans le kiff parce que après, tu peux devenir un connard, parce qu'en fait, faut kiffer sa life pour être quelqu'un d'agréable en réalité, tu vois. Enfin, Toi, ça se voit en vrai de vrai. Genre, pour toi, le business, c'est vraiment comme un jeu vidéo, tu vois. Avec tes barres de ouais, vie et tout et tout. Genre, tu dois construire un empire. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Un peu comme, ouais. comme les pubs Rise of Kingdom. Tu vois ce que je veux dire? Ah, Boss Mafia level 500. Ouais, Mais pile. en, en fait, c'est marrant parce que quand j'ai commencé, tu vois, j'agissais plus d'un sentiment de manque et j'avais un peu plus de mal à travailler, tu vois. Et en fait, quand j'ai atteint les 10K par mois avec le business, j'ai dû vraiment retrouver une nouvelle source de motivation pour vraiment réussir à travailler. Je crois on a fait un mois sans webinaire, etc. parce que j'étais pas dedans, on était fatigué. Après, on venait de commencer les webinaires, donc c'était un peu plus fatigant. Mais en fait, je m'étais dit dans ma tête, bah ça y est, j'ai fait les 10K, genre ça y est, j'arrive à faire de l'argent. Et genre, j'avais un peu comblé ce manque, genre, où je me disais, il faut absolument que je fasse de l'argent, il faut absolument que je fasse de l'argent. Et bah là, j'en faisais un peu, tu vois, c'était good, c'était 10K, c'est un chiffre qui sonne bien, même si c'est du CA, etc., tu vois, mais je me disais, ça va. Et en fait, j'ai dû vraiment retrouver même pas retrouver, juste trouver le kiff de faire plus et de me reconnecter ou juste de me connecter tout court au fun du truc parce que bah, j'étais plus dans le truc où il me manque, j'ai besoin de. Alors que maintenant, c'est juste j'ai envie de et je le fais. Ok, ok, je vois. Genre, un peu comme un gosse, entre gros guillemets. Il a envie d'une sucette, juste. Il y a Vraiment. une phrase que je kiffe dire, c'est quoi? C'est si on peut le faire, pourquoi pas le faire? Tu vois ce que je veux dire ou pas? Bah, C'est j'ai la si. vision. Bah, si tu peux le faire et que tu as envie de le faire. Parce que Ouais, bon, et tu que peux t'as faire envie de beaucoup le de faire, choses de tu merde. vas le faire, genre. Et Ouais. tu m'as dit, du coup, justement, tes premiers 10K après, ça t'a découragé. Ça prend dans la partie spiritualité mindset, gros. On en parlera juste après. Avant ça, on va continuer à détailler, du coup, comment est-ce que ton entreprise fonctionne, etc., etc. Qu'est-ce que tu remarques qui a pu changer, que ce soit dans tes systèmes, enfin, plus précisément, justement, dans tes systèmes, dans ton entreprise qui faisait 10K et dans ton entreprise de maintenant. D'ailleurs, c'est quoi ton CA sur le mois de juin, genre? 44 là. Ok. Donc ton entreprise qui faisait 10K et ton entreprise de maintenant qui a fait 44. Genre, juste avant, je te coupe un peu parce que j'ai l'impression que ton micro il grésille. Enfin, moi en tout cas, je l'entends grésiller. Donc c'est pour l'enregistrement. Ok. C'est mieux là ou pas? Là, je t'entends encore un peu grésiller. Peut-être après, c'est juste la connexion qui fait que ça nique un peu l'audio, je sais pas, mais ça m'étonnerait. Ouais, il y a peut-être moyen, hein. Il y a peut-être moyen. Mais c'est léger, c'est des tic, tic, tic. Attends. Là, bah, parle, mais là, ça a l'air d'aller, je crois, à peu près. A, B, C. Bah là, c'est carré pour l'instant, de ce que j'entends. Vas-y. Bah, Donc, en tout cas, par rapport à 10K et 44K, tu vois, euh, franchement, c'est juste améliorer les KPI petit à petit et scaler le budget pub. En fait, le truc, c'est que tu vas améliorer ta conversion de ton funnel et puis en fait, moi, je suis un peu prudent en réalité. Je suis vachement prudent. Les gens, à chaque fois, ils me disent, mais pourquoi tu scales pas plus? En fait, j'essaye d'améliorer le KPI, de bien stabiliser, d'avoir des datas carrées pour me dire, genre, il n'y a aucun monde où je fais pas, genre, vraiment du bénéfice, où genre, je suis pas au moins en 3 ou 4 de ROS, tu vois. Genre, il n'y a aucun monde. Donc, j'essaie d'avoir des indicateurs clés vraiment, vraiment carrés. Et en améliorant mes indicateurs clés, j'augmente le budget. En fait, j'améliore le funnel, j'augmente le budget, j'améliore le funnel, j'augmente le budget, tu vois. Parce que, en fait, un même funnel réagira pas pareil à un budget pub, genre x2, x3. Genre, ça tanque pas pareil. Même le CPL, je me souviens au début quand on tournait à des petits budgets, 100, même 200 euros par jour, c'était. Maintenant, en fait, on a fait x2. Genre, enfin, le CPL, c'est pas le même en réalité. Genre, quand tu scales, le CPL il prend un coup de baffe. Mais après, pour le coup, j'ai l'impression que ils sont un peu plus qualifiés les leads. Genre, j'ai l'impression que ça convertit mieux. C'est peut-être juste le final qui s'améliore, mais l'augmentation CPL, elle a jamais trop fait mal au cul. En vrai, c'est chill. ok. Donc toi, tu te focuses vraiment sur je monte un step. Ok, par exemple, est-ce que tu te fixes des objectifs d'ailleurs? Genre, par exemple, ce mois-ci, ou cette semaine-ci, je dois attendre tant de chiffre d'affaires, genre.
Euh, Franchement, quasiment jamais. En fait, je trouve que c'est mieux de se concentrer sur l'input que l'output parce que, en fait, c'est juste, bah, c'est faisable. Soit tu l'as fait, soit tu l'as pas fait. Et en fait, le truc, c'est que il y a beaucoup de gens qui ont une configuration psychologique comme toi et moi qui vont genre, un peu déterminer leur valeur par rapport à leurs résultats. Et ça rend ouf parce que en fait, les résultats, c'est variable. Tu le contrôles pas forcément, même si dans une certaine mesure. Et en fait, ça peut rendre dingue. Et le truc, c'est que par contre, ce que tu peux être sûr de faire, c'est soit est-ce que j'ai fait ce que je devais faire ou est-ce que je l'ai pas fait, tu vois. C'est-à-dire que moi, si j'ai tourné mes ads, que j'ai monté mes ads et que j'ai fait de mon mieux et qu'il flop, ben, je suis fier de moi. J'ai fait tout ce que j'avais à faire. C'est-à-dire que j'ai fait tous les inputs que je devais faire et l'output, il a pas donné ce que je voulais. Ben, c'est pas grave, j'apprends. Mais le truc, c'est que moi, j'ai fait ce que j'avais à faire. C'est-à-dire que, en fait, tu peux pas être stable et heureux si bah, t'es heureux ou t'es fier de toi que en fonction de tes résultats. Tes résultats, ils te rendent content en 2 minutes, on s'en branle. On s'en branle, ils te permettent de la liberté, genre, c'est pas ta valeur, t'es le même humain derrière, tu vois. Mais en fait, il y a beaucoup de trucs de donner des objectifs, mais pour moi, se donner des objectifs, c'est se donner des objectifs d'action à faire, d'input. Tu vois, tu peux pas contrôler vraiment le résultat qui va sortir derrière, mais tu peux contrôler qu'est-ce que tu fais. Donc, tu te donnes un objectif de ok cette semaine je fais ça, je fais ça, je fais ça, je m'occupe de ça au mieux et ça je me donne un objectif. Je me dis ok là en ce moment je bosse sur les ads, je suis en train d'en monter, je fais plein de variations et ça je sais que c'est ce que j'ai à faire. Je suis en train de relancer des clients qui ont des mensualités impayées, enfin c'est Alan qui le fait, c'est mon pote qui le fait parce que bon au moins c'est dans ses cordes, tu vois. À la balle perdue. Bon bah il est content, t'inquiète, il est payé au SMIC à doom scroller toute la journée donc t'inquiète il est content, je peux lui mettre des balles perdues. Donc en gros ouais, moi je me donne des objectifs d'action à faire, pas de résultats, parce que ça te rend ouf en fait. Hmm. Ok, ok, je vois. Et du coup, niveau objectif action, est-ce que tu trouves que les actions à faire à l'heure actuelle sont devenues plus exigeants au fur et à mesure de ta montée, ou est-ce qu'ils sont devenus beaucoup moins exigeants, genre? En fait, c'est si tu veux monter que c'est plus exigeant, c'est pas que... En fait pour moi tu montes pas sans être devenu plus exigeant, c'est-à-dire que l'exigence c'est vient de toi-même, et le marché, si t'es gaze, en fait, genre, si tu restes là, le marché il sera exigeant pareil. C'est juste que si tu veux monter, c'est toi qui dois être plus exigeant envers toi-même pour scaler, pour améliorer ton business, etc. Et en fait, c'est juste que c'est mon exigence à moi qui a monté puisque je veux faire de plus en plus. Donc, et puis après, l'exigence, c'est pas pour autant que je me fais chier ou que genre je suis au bout de ma life, tu vois. L'exigence, en fait, en réalité, elle vient aussi avec la compétence. Donc, vu que mon exigence monte en même temps que ma compétence, bah c'est pas un problème. C'est juste que bah faut progresser quoi. Alors, la vérité c'est que si tu veux améliorer tes résultats, bah il faut aussi améliorer ce que tu fais. Hmm. Ou je sais pas, ou alors si t'as un très bon final, juste monter le budget pub, mais faut quand même essayer de faire les choses bien, tu vois. C'est juste que tu peux pas aller chercher les sommets avec le même process que tu fais pour atteindre 10K par mois, tu vois. Ok. Si tu avais des conseils à donner aux personnes qui faisaient comme toi, le même funnel Webi, comment est-ce que tu fais, par exemple, que ce soit pour trouver tes axes, ok, de pub sur la douleur que tu vas venir taper de ton avatar, pour trouver quelle pub va le plus convertir qu'une autre, vu que je pense pas que tu lances qu'une seule pub ou tu lances plusieurs ads en même temps. Non, j'en ai plein, j'en ai plein. Ok. Quel ads va le mieux convertir? À quel moment est-ce que tu sais que tu vas venir arrêter une ad, même si elle continue potentiellement toujours à venir convertir, etc., etc. Donc tous mes conseils par rapport aux ads là. Ouais, pile. Genre là, toute la connaissance que t'as. Ah, ok, ok, ok. Alors, bah, déjà, si tu commences dans un tunnel webinaire par rapport aux ads, déjà, faut réitérer. En fait, je pense que le premier truc, ça va être de voir c'est quoi les angles qui ont l'air de mieux marcher. Donc, tu fais du facecam. Bon, déjà, pour trouver les angles, il y a plein de méthodes. Tu peux aller voir les forums qui parlent du problème. Tu peux aller regarder les TikTok ou les Reels qui ont bien marché. En fait, il faut regarder ce que les gens disent. En réalité, il faut juste regarder ce que les gens disent. Et de toute façon, tu auras du retour d'une manière ou d'une autre en avançant dans ton business, puisque du coup tu parles justement avec ton client idéal qui te donne du retour en permanence. Moi ça a aidé parce que ma mère justement elle connaissait très bien la cible mieux que moi au début, parce que bah elle connaissait, parce qu'elle accompagnait déjà des fumeurs en cabinet, donc c'était très pratique. Mais déjà pour moi tu commences par faire
des ads facecam simples, parce qu'en fait, justement, ça permet cette feedback loop, comme j'ai dit très rapidement. Tu vois déjà c'est quoi les angles qui ont l'air de mieux marcher. Tu essayes de trouver des angles, si tu as des angles winner ou des pubs winner dans tes facecam, tu essaies de faire ça dans un autre format. Moi, c'est ce que j'avais fait. J'avais une pub winner en facecam. Je l'avais fait en format clone. Donc, genre, le psy et fumeur, tu vois, qui discutent. Et genre, ça reprend globalement le même script. C'est juste un autre format. Parce que je crois Andromeda ou les pubs méta, ils kiffent les formats différents. Et en fait, ils veulent beaucoup de pubs différentes. Donc, ça, c'est intéressant. Mais essayer de faire en fait volume et quantité au max. C'est-à-dire que tu dois trouver l'équilibre entre le volume et la quantité. Tu essaies de faire des bonnes pubs, mais bon, tu fais pas un montage léché. C'est-à-dire que moi, au début, je mettais du b-roll. Maintenant, je mets même plus de b-roll. Je m'en bats les couilles. Moi, ce que je fais, je mets un peu de zoom pour le hook. Je mets des sous-titres. Je mets de la musique et ça part. Tu vois. J'essaie de... Et j'enchaîne. Et en fait, parce qu'en fait, j'ai trop de trucs à dire par rapport aux ads. Vraiment. Ok, Pour... Non, mais je peux continuer, hein. vas-y, vas-y. Pour un script qui va bien t'aider déjà, si jamais vous voulez vraiment, vous achetez le livre Sell Like Crazy de Sabri Ouais. Subi. C'est un Australien, c'est de la frappe. Et en fait, l'idée, c'est juste de vendre le clic, c'est-à-dire que tu dois juste leur donner envie d'aller de cliquer, de passer le next step. Tu dois pas leur donner envie d'acheter ou d'aller plus loin, juste leur donner envie de cliquer. Juste leur donner envie de cliquer. Et moi, je trouve que ce qui aide, c'est que en fait, les gens, ils ont une douleur, et si tu arrives à leur faire prendre conscience de pourquoi ils souffrent, ils ont beaucoup plus de chances de t'écouter. C'est-à-dire que nous, ce qu'on fait, c'est que tu vois, les gens, ils n'arrivent pas à arrêter de fumer. Et nous, on a une approche un peu inconsciente, psychothérapeutique, etc. Du problème. Et ce qu'on fait dans nos ads, c'est on leur dit, bah, écoutez, c'est pas la nicotine, c'est pas un problème de volonté, c'est pas tout ça. Le vrai problème, c'est que la cigarette, elle est ancrée dans votre inconscient, elle est liée à des émotions, à des moments. Et en fait, tu leur fais prendre conscience, tu dis, ah putain, mais c'est ça le vrai problème. Donc, ils sont en mode, putain, mais en fait, je viens d'identifier le problème, j'ai besoin de la solution. Et du coup, ils cliquent. Et c'est ça qui est fort, c'est que en fait, souvent, au lieu de promettre une solution, il faut juste éclaircir le problème et il se dit putain, mais il comprend exactement mon problème, il doit avoir la solution, tu vois, instantanément. Et il y a une phrase un peu d'enculé, c'est accabler les bienheureux et rendre heureux. Attends, Tu l'as oublié en live. Attends. Non, c'est accabler les bienheureux et rendre heureux les accablés, tu vois, c'est-à-dire que les gens qui sont bien heureux, tu vois, tu les accables en leur faisant prendre conscience du problème, et ceux qui sont accablés, tu les rends bien heureux en leur vendant ta solution en réalité, tu vois. Parce que, en fait, tu sais, il y a ce truc de, je sais pas si t'as déjà entendu parler, c'est aussi super intéressant, c'est la pyramide de Schwartz. Donc, Ouais. ça dit que dans chaque marché, il y a 60% des gens qui sont pas conscients du problème, 30%, il me semble, 20%, non, Ouais. 20% des gens qui sont conscients du problème mais pas de la solution, 17% qui sont conscients de la solution et 3% qui sont activement en train de rechercher à acheter une solution, tu vois. Mm. Et en fait, faut comprendre que les gens, ils ont conscience potentiellement de... Il y a un truc, ouais, vraiment, ça c'est hyper important. Il y a un truc que moi j'ai compris, ou que j'ai l'impression d'avoir compris, et que j'ai l'impression qui est pas très bien dit ou qui est un peu flou, c'est-à-dire que quand tu dis, le gens... Je me bats dessus, frère, la fatigue. Les personnes, elles ont pas conscience du problème. Tu vois, tu te dis, quelqu'un par exemple qui a mal au dos, tu te dis, ah bah si, il a conscience du problème s'il a mal au dos. Mais non, mais en fait, le problème, c'est pas le mal de dos. Le mal de dos, c'est la douleur. Le problème, par exemple, c'est peut-être sa posture. Et en fait, ça, c'est un shift que moi, j'ai mis un peu de temps à comprendre. C'est que, en fait, le problème n'est pas la douleur. C'est-à-dire que s'il y a quelqu'un qui a mal au dos, en fait, et qu'il a mal au dos, il y a de grandes chances qu'il soit pas conscient du problème qui est probablement peut-être sa posture. Donc tu dis, en fait, t'as mal au dos, c'est à cause de ta posture. Et clique sur le bouton pour découvrir comment je peux t'aider. Et là, tu putain, c'est exactement ça, putain, c'est pour ça que je souffre, donne-moi ta solution. Et du coup, il va aller voir et derrière, tu lui donnes la solution au problème que tu lui as donné. Genre, tu lui as donné un problème et maintenant, il va acheter ta solution. C'est trop fort. Ok. Je pense, ouais, ça doit être ça un peu peut-être les meilleurs conseils que j'aurais à donner là-dessus. Mm. Et si tu fais des webinaires et que tu fais plus de 50 conversions par mois, Conversion Lead, ça a l'air de marcher du feu de Dieu. Là, je suis en train de mettre ça en place. Enfin, 50 conversions par semaine, pardon. Je suis en train de mettre ça en place. Le ROS est 2 fois meilleur, c'est top. Ok. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est quelque chose qu'on va retrouver chez énormément de systèmes d'acquisition en général. Au lieu de vendre, moi je dis toujours à mes clients, au lieu de venir vendre ton produit,
essaye de vendre la prochaine étape. Ça veut dire que par exemple en prospection, ok, d'ailleurs tu croyais quand je t'avais démarché que je te prospectais, Ah, j'étais sûr. Mais en mais du plus, coup, t'avais une bio un peu business et tout, j'étais sûr. mais du coup je disais, genre au lieu de venir vendre à tout prix ta solution en DM, cherche pas à lui vendre, cherche juste à le faire Hmm. à lui donner une excuse pour qu'il vienne en appel de vente avec toi. Vu c'est ça aussi le mot super important, faire en sorte à ce que ton prospect ait une excuse pour faire X ou Y action. Tu vois? Vu Hmm. que la personne ne cliquera pas sur un bouton juste parce qu'il a envie de cliquer sur un bouton, il va pas monter en call avec toi juste parce que tu es gentil, il fera les actions qu'il va faire parce qu'il a une raison, parce qu'il a une excuse. Il y a ça. Ensuite, il y a aussi le fait d'instaurer des principes de micro-action. C'est comme tu vas à la salle, je suppose. Ouais, bah en ce moment, Ouais, ouais. en ce moment, là, les 2 derniers mois, c'était un peu cata, mais normalement, ouais. Normalement, Normalement, ouais. ok. Et du coup, genre, quand tu vas à la salle, supposons que tu étais dans ton lit, tu vas te lever, tu vas préparer tes affaires, tu vas prendre tes clés, Hmm. après tu vas sortir. Au moment où tu es dehors, tu vas pas te dire non, je vais retourner dans ma chambre, me reposer sur mon lit, ça n'a pas de sens, tu vois. Pourquoi? Hmm. Parce que ton cerveau, il aime la naturalité. Il aime le flow naturel des choses. Du coup, la suite logique du truc, c'est vraiment aller à la salle. Ça va être la même chose ici. Il faut que tu engages le cerveau de ton prospect à travers énormément de ce que j'appelle du coup des micro-actions. Ok. Donc le fait de se lever, ici quand tu vas à la salle, c'est le fait de se lever de son lit, préparer, s'habiller, etc., etc. Ici, ça va être par exemple le fait de parler à ton prospect, le fait de lui donner envie de continuer à te parler dans un premier temps. Ensuite, le fait de lui donner de la valeur pour l'éclaircir sur sa problématique, etc., etc. Et une fois qu'il est assez engagé, forcément qu'il va booker le call. Parce que c'est la suite logique du Hmm. truc, tu vois. Par exemple, il y a un prospect, ça fait je sais pas combien de temps je lui parle, il a booké un call, et des fois c'est même eux qui me demandent de booker un call. Parce que c'est Hmm. la suite logique du truc. Et ça, c'est super important de le mettre. Il y avait aussi un autre truc que je voulais dire. C'était quand tu es en prospection, voilà. Quand tu es en prospection, au lieu de premièrement venir vendre le truc, le truc, essaye de vendre le prochain message. Il y a ça. Il y a aussi, pour s'assurer que ton prospect achète chez toi, tu as besoin de deux types de valeurs. Valeur émotionnelle, relationnelle, donc pour créer la confiance, tu vois, et valeur business. Mais bon, ça c'est autre chose, frérot. Ouais, j'ai l'impression que je parle trop. Là n'est pas le sujet. Ça, c'est un truc que je détaillerai très certainement dans une autre vidéo. Là, on va passer du coup. Étant donné que tu as donné tout ce que. Tu as vraiment dit tout ce que tu avais à dire sur les ads. Je pense, mais aussi ce qui est intéressant, un petit détail, c'est, je pensais à ça par rapport à, tu disais, pour être sûr que le prospect achète chez toi, c'est aussi, je sais pas si tu as lu le livre d'Alex Hormozy, 100 Million Offer, c'est la différenciation. C'est-à-dire que faut que ce que tu proposes, ça soit unique, parce que si ce que tu fais, ça ressemble aux concurrents, bah en fait, ils vont juste acheter le moins cher. C'est-à-dire que, pourquoi, imagine, je sais pas, t'as genre 3 energy drinks. Tu dis c'est pas la même marque, mais globalement c'est la même chose. Et t'as pas de préférence, bah tu vas acheter la moins chère. Tu vas juste acheter la Mhm. moins chère. Alors que si t'as, je sais pas, un truc bah, vraiment unique, qui est proposé nulle part ailleurs, tu vois, bah là le truc c'est que t'es seul dans ta catégorie. Et que si on veut acheter ce que tu proposes, bah t'es pas en concurrence de prix. C'est pas, personne va acheter le moins cher parce qu'il y a que toi qui propose ce que tu proposes. Nous, ce qu'on propose, c'est unique, tu vois. Bon, on n'a pas un prix, on n'est pas cher en l'occurrence. Mais c'est ça qui fait acheter en fait. C'est ça qui fait acheter chez toi et pas juste dire ah, je vais faire autre chose. Si tu peux retrouver la même chose ailleurs pour moins cher, bah en fait, les gens ils vont juste pas acheter chez toi, genre. Ok. Je sais que ça va rentrer en corrélation avec. Il y avait un truc que je pensais, c'est la différenciation. Moi, quand je dis différenciation, il y a différenciation business, tu vois. Donc, ça, c'est pourquoi est-ce que les gens vont s'intéresser à ton offre. Mais lorsque tu vas venir proposer des accompagnements, ou du moins il y aura de l'humain dans ton offre, il y a aussi la Hmm. différenciation humaine qui va venir en jeu. Quand on va parler avec toi, l'être humain va inconsciemment se poser la question, ok, est-ce que je me vois taffer avec cette personne sur 3 mois, 6 mois, etc., etc. Donc la différenciation au niveau humaine, elle est super, super importante, genre. Niveau spiritualité. Vu que là, moi, j'aime bien dire, le business et la spiritualité, c'est extrêmement lié. Genre, vraiment, pour moi, c'est lié, genre en mode comme as, tu vois. Est-ce que il y a une pratique quotidienne que tu penses qui t'a permis de d'améliorer, en fait, de t'améliorer indirectement ou directement dans le business? Une habitude que j'ai quotidiennement. Ouais, que ce soit de manière, genre, que ce soit la prière, que ce soit la méditation ou autre. Mais une habitude spirituelle, plus, tu dirais. Ouais. Euh,
En vrai, je sais même pas, parce que, en fait, j'ai pas forcément d'habitude spirituelle, j'essaie juste Meilleur? Ou de d'être kiffer la vie? d'être plus moi et d'exprimer mieux moi, tu vois, parce que, en fait, c'est genre, il faudrait que tu te renseignes par rapport à un truc qui est un peu passionnant, c'est l'énéagramme. Donc ça, je sais pas si, je pense qu'il y aura pas grand monde qui connaîtra, mais en gros, je vais pas m'étaler là-dessus, c'est un, un modèle c'est un outil de connaissance de soi qui divise la construction égotique des gens en plusieurs catégories, en 9 types. Bon, après, il y a plein de sous-types, etc. Mais en gros, ça explique comment tu veux être perçu par l'environnement en fonction de comment tu as vécu ton enfance. C'est-à-dire que tu as vécu ton enfance de telle ou telle manière. Et dans ton inconscient d'enfant, tu t'es dit, ok, donc pour être aimé, sécurisé et reconnu, je dois me comporter de telle et telle manière. Et selon cet outil de connaissance de soi, on a tous un personnage qu'on aime arborer pour où on pense qu'il nous permet d'obtenir sécurité, amour, reconnaissance, tu vois. Et donc ça, c'est un truc hyper important. Et la plupart des gens en business sont en type 3 et sont obsédés par le fait de réussir et vont avoir un problème identitaire parce que ils sauront pas vraiment qui ils sont puisqu'ils n'ont pas vraiment d'identité, le concept du type 3, c'est qu'il veut répondre aux attentes des autres. C'est-à-dire que les autres ont des attentes et il veut répondre aux attentes des autres. Donc si son environnement attend de lui qu'il soit de telle et telle manière, il veut être efficace, performant et être le meilleur dans ça. Ça va être quelqu'un de très compétitif, ça va être quelqu'un qui va vouloir exister grâce à ses résultats, il va vouloir montrer à tous qu'il est compétent, performant, efficace, que c'est le meilleur. Et ça peut rapporter beaucoup de qualité, mais en fait, ce truc avec ce modèle de connaissance de soi, c'est que dans chaque type, tu restes un humain plus ou moins évolué. Donc, si tu es un humain pas évolué, tu auras les défauts de ce type-là, et si tu es un humain plus évolué, bah, tu auras les qualités, et tu vas être plus toi. Et c'est juste que j'essaye juste d'être plus moi et de mieux exprimer moi, vraiment moi, et pas ce que mon inconscient croit que j'ai besoin de jouer, le rôle que j'ai besoin de jouer pour être aimé, reconnu, sécurisé, etc. Et c'est pour ça que je te dis, j'essaie d'être vibes, parce que je veux être détendu. Et en fait, souvent, tu sais, quand t'es dans ton personnage, quand t'es dans ce rôle, entre guillemets, parce que t'es un peu plus anxieux, tu sens que t'es pas authentique, tu sens que t'essayes genre, d'obtenir quelque chose en retour, de l'admiration, des rires ou quelque chose, tu vois, et que les gens, ils vont pas. Bah, des fois tu l'as et t'es trop heureux, et des fois tu l'as pas et tu te dis ah putain, et tu te sens anxieux, tu te dis ah putain, faut pas que je sois comme ça, faut pas que je sois comme ça. Et c'est cette auto-censure, cette auto-correction, etc., qui en fait alimente justement ce truc de personnage. Et en fait, faut tirer le mieux de notre configuration qu'on a, tu vois. C'est-à-dire que bah, en réalité, tous les aspects de chaque configuration sont des qualités comme des défauts. Selon certains contextes, être compétiteur, être performant, etc., ça peut être cool, mais ça peut aussi être chiant. Tu vois, si t'es dans une relation amoureuse, si l'autre il veut tout le temps être meilleur que toi, mais ferme ta gueule, genre, c'est pas le concept. Mais tu vois, donc, moi, c'est ça, je sais pas, j'ai pas d'habitude quotidienne, c'est essayer d'être plus moi et d'être plus vraiment moi, tu vois, d'être authentique et de faire attention à pas essayer de jouer un rôle pour l'attention, pour l'amour, même si on est tous un peu, pas forcément super authentiques et qu'on essaie toujours tous un peu de jouer un rôle, mais essayer d'être moi et d'exprimer ce qu'il y a de vrai en moi, c'est-à-dire le besoin de liberté, le besoin de faire kiffer mes proches, exprimer mon kiff de business, parce que c'est aussi un kiff, tu vois, de performer, de chiffrer, et d'être compétitif, tu vois. Ok. Quel, bah, justement, c'est ça que je t'ai dit, on en reparlera plus tard. Tu m'as dit qu'à 10K, tu as eu une perte de sens, vu que justement tu chiffrais déjà et que, en vrai de vrai, genre, avec 10K, tu vis quand même bien, ok? Euh, Qu'est-ce qui t'a fait continuer? Genre, c'est quoi ton why? En fait, c'est juste que je savais que je kiffe ça. Je savais que je voulais faire ça dans tous les cas. C'est juste que la motivation a dû changer. J'ai dit, c'est passé de la peur à l'amour, du manque au kiff, tu vois. Et c'est juste que, genre, j'étais tout le temps sous tension. Je me disais, il faut que j'atteigne ça, il faut que j'atteigne ça. Et une fois que je l'avais attendu, il y a eu comme une perte de sens. Et maintenant, et du coup, j'ai dû un peu me dire que en fait bah, je fais ça pour moi et je fais ça parce que c'est cool, parce que le faire c'est fun, les résultats sont fun, euh, ce que ça t'apprend sur toi c'est fun, ce que ça te permet de développer comme compétence c'est fun, parce que les connexions que ça te permet d'avoir c'est fun, parce que ça te fait rencontrer des êtres humains fun, et que bah en fait juste la vie est mieux
avec, en continuant ça, que sans en réalité, parce que ça permet d'offrir plein de choses à tes proches, ça permet d'offrir plein de choses à toi-même, à tous les, à tous les points de vue, un point de vue spirituel, un point de vue évolutif, un point de vue matérialiste, à tous les points, tu vois. Et je te dis, c'est de passer du manque au kiff, de la peur à l'amour, tu vois. Ok, je vois. Genre, en gros, c'est quoi? En fait, pourquoi est-ce que t'as besoin de why quand tu joues à un jeu vidéo, genre, j'ai envie de te dire. Et Qu'est-ce c'est que... ça, mais c'est ça. Mais bah excellent, franchement. En mode, les gens, ils cherchent trop des... Il y a énormément de personnes qui cherchent un why, alors que je pense que même Elon Musk, c'est la même chose, tu vois, il doit kiffer sa vie à mort, genre. Mais bien sûr. Les gens, ils disent qu'il doit être triste, mais pas du tout. Pas du tout, frérot. Bah en Et... fait, je trouve que le tristesse-bonheur pour beaucoup de mecs, c'est mal employé parce que, en fait, beaucoup de mecs, ils sont pas forcément tristes ou heureux, c'est soit ils sont accomplis ou pas accomplis. Juste, pour moi, les mecs, il y a beaucoup de personnes qui se reconnaissent là-dedans, c'est qu'ils se demandent pas s'ils sont heureux et c'est... En fait, le bonheur vient d'un sens d'accomplissement, d'un sens de j'ai réussi à faire ce que je voulais faire et mes proches vont bien. Moi, tu vois, si je fais les choses qui me plaisent, et que mes proches vont bien, je suis heureux. Et je me demande pas, ah, est-ce que je suis heureux, est-ce que je suis pas heureux. Non, c'est qu'est-ce que j'ai envie de. Après, tu vois, c'est le mindset de tout le monde. Est-ce que ça convient à chacun, tu vois. Mais un truc de est-ce qu'il est triste ou est-ce qu'il est heureux, je pense qu'il est ni l'un ni l'autre, je pense qu'il a accompli. Il Hmm. fait ce qu'il a à faire et ça. Il est aligné dans sa mission, il fait ce qu'il a à faire, il est accompli, il est fier de lui. Et je pense qu'il se pose pas la question de s'il est content ou pas content. C'est juste qu'il veut faire ces trucs-là. Et c'est le fait kiffer. Et le truc, c'est que le bonheur, c'est un peu abstrait parce que le bonheur, il peut être. C'est plus la conséquence que. La source du bonheur, entre guillemets, comme tu l'appelles, ça peut être plein de choses, ça peut être plein d'émotions, ça peut être la fierté, ça peut être l'accomplissement, ça peut être la reconnaissance, tu vois. Donc, Hmm. C'est trop vague, en soi. ça veut rien dire, je trouve. Ok. En fait, ça varie énormément en fonction des gens, tu vois. Ok. Toi, tu définirais quoi comme étant une personne accomplie, genre? Euh, Quelqu'un qui s'est battu pour aller au bout de ses rêves, tu vois. Et en fait, je te dis, moi je rejoins ce que j'ai dit tout à l'heure, le résultat on s'en fout, c'est-à-dire que si tu as donné tout ce que tu avais à donner, si tu sais que tu as donné tout ce que tu avais à donner dans ce que tu voulais faire, déjà de un, pour moi tu peux pas rater. Hmm. Et de deux, tu sais ce que tu avais à faire et même si c'est bizarre de catégoriser quelqu'un d'accompli. En fait, après, tu vois, on parle au sens spirituel, tu vois. Je parle d'un point de vue intérieur. En fait, c'est paradoxal parce que c'est faux ce que je dis. T'es pas accompli si t'as pas, entre guillemets, accompli justement ce que tu voulais faire. Mais ça revient à ce que je disais tout à l'heure. C'est question de mindset. T'as besoin d'avoir ce truc de. T'es fier de toi parce que t'as fait ce que t'avais à faire, parce que t'es allé au bout des choses. Et en fait, pourquoi avoir un mindset vrai et ancré dans la vérité si il te coûte quelque chose? C'est-à-dire que si tu te mens à toi-même et que tu es plus heureux et que tu es plus efficace et que tu te sens mieux, mens-toi à toi-même. Dis-toi que tu es accompli quand t'as fait ce que tu avais à faire, même si ça a raté. Tu t'es accompli parce que tu as fait ce que tu voulais faire, parce que tu t'es battu, parce que t'es allé au bout de ce que tu voulais faire, tu vois. Je pense que du coup, le principe d'être accompli, c'est pas forcément quand on achève un objectif, quand on achève une tâche ou autre, c'est plutôt au moment où on commence le chemin pour venir achever cet objectif. Tu vois? Vu que, en fait, être accompli, c'est se dire, par exemple, supposons que ça échoue, ok, ça a échoué, mais au moins j'ai tout fait pour me permettre de réussir ça, tu vois. Genre, encore une fois, comme tu l'as dit, on se concentre sur les inputs et pas sur l'output. J'ai tout fait pour me permettre de réussir ça. Il y a ça. Mm. Il y a aussi le fait de, quand je suis en plein truc, ok, quand je suis en plein chemin, même si ça échoue maintenant, j'aurai pas de regret. Pourquoi j'aurai pas de regret? Mm. Bah, parce que je suis en train de le faire. Je suis en train d'essayer d'accomplir ce que je veux Mm. accomplir. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Mm. Donc l'accomplissement, c'est pas forcément quand on accomplit un truc, c'est au moment où on entame le chemin pour venir accomplir cette chose. Accomplir cette chose, genre. Mm. Et que tu sais que tu as fait de ton mieux, tu vois. Pile. Je sais pas ce que t'en penses. Bah ouais, c'est ça, mais à partir du moment où tu sais que tu as fait de ton mieux et que en fait, c'est juste, ouais, nos regrets, quoi. Nos regrets, c'est trop con de. On est de là tellement pas longtemps, faut pas passer à côté de ça, quoi. Ok. Est-ce que la réussite matérielle a répondu aux questions que tu te posais avant?
avant même de commencer l'entrepreneuriat, etc., etc. Ou est-ce que pas du tout, genre? Les questions, quel genre de questions tu dirais? Comme question, ça peut être par exemple, est-ce que je serais plus heureux lorsque j'aurais par exemple, je sais pas, si tu veux une Lambo, lorsque je pourrais m'acheter des trucs sans regarder le prix, etc., etc. Ah, bah, en fait, je me pose pas tant de questions. Je savais que je voulais être libre et je trouve ça cool. En fait, c'est un point en moins. C'est-à-dire que, en fait, mes potes, ils m'ont toujours vu comme un peu comme un dépensier fou parce que je me souviens même quand j'avais pas trop d'oseille, je disais, ouais, si j'ai envie de ce truc et que c'est genre moins de 50% de mon compte en banque, je le prends. Parce que Mhm. why not? Tu vois, genre. En fait, je suis un gamin capricieux. Et je suis un gamin capricieux flemmard. Je fais pas un truc si j'ai pas envie et si c'est pas assez bien. Et si je veux un truc, je vais tout faire pour l'avoir. Je veux mon jouet. Et genre, c'est juste que je me pose moins de questions. C'est-à-dire que moi, ça venait aussi d'une part de frustration. C'est-à-dire qu'il y avait plein de trucs que je voulais faire. Je voulais être libre. Je voulais tel ou tel truc. Et encore aujourd'hui, il y a plein de trucs que je veux et que j'ai pas encore, tu vois. Et il y a ce truc de je voulais plein de choses, je voulais vivre plein de choses. Et moi, quand je veux un truc, je vais les chercher, tu vois. Je suis pas quelqu'un de passif. C'est de dire, si je veux ça, ok, comment j'y arrive? C'est quoi l'étape un, étape 2, étape 3, étape 4? Et j'y vais, tu vois. Ok. Et genre, c'est quoi ce que tu veux du coup à l'heure actuelle? À l'heure actuelle, j'aimerais bien me péter une petite Porsche. Une Porsche Mais toi aussi? ouais, ouais, ouais. Ah, meilleure marque, frérot. Bah, c'est bien en vrai pour commencer. Moi, je sais pas ce que je veux dans le futur, mais sûr que mec, c'est ma voiture. Je veux trop prendre une Porsche depuis genre, ça fait peut-être 2 ans et quelques que je veux ça absolument. Mais bon, tu connais avec la fiscalité française, c'est un délire l'argent qu'il faut sortir si jamais. Non, mais ça me rend ouf. Ça me rend ouf parce qu'en fait, je vois comment je chiffre. C'est-à-dire que mon profit par mois, c'est genre le prix de la voiture, tu vois. Mais pour autant, genre, c'est insortable cette merde, genre. C'est insupportable. Après, je fais des dépenses un peu d'enculé, tu vois. Là, le Airbnb, on est parti 3 semaines avec ma mère, ma meuf, mon pote, etc. On a sorti genre presque 10K rien qu'en Airbnb pour genre 25 jours, un truc comme ça. Donc bon. Ok, ouais, je vois. Donc ça, c'est vrai que niveau Porsche, pour l'instant, c'est pas tout de suite. D'ailleurs, Non, pas encore. pourquoi vous êtes encore en France? Vu que niveau fiscal, Euh, Pas parce que bah, c'est pas un choix qui se fait comme ça de partir. Peut-être que ça viendra, mais pour l'instant, il y a mes grands-parents, j'habite juste à côté. Et c'est sûr que ça ferait chier de les laisser. Et c'est sûr qu'on a lancé le business en janvier 2025, tu vois. En réalité, c'est tout récent. Et tu vois, notre chiffre, il fait que de monter. C'est récent qu'on chiffre comme ça, tu vois. Donc, ça se voit, ça s'improvise pas, tu vois, un changement de fiscalité. Et puis, je sais même pas comment c'est foutu, tu vois. Si, si je sais pas, je vais à Dubaï ou un truc comme ça, vu que je vends quand même à des Françaises, il faut que je vais quand même me faire enculer avec la TVA ou je sais pas quoi. Mais c'est sûr que moi ça me rend ouf de voir les taxes que je paye, surtout je me demande où elles vont, tu vois. Vu le pays, comment il est en lambeaux, tu ça payes me pète combien, les couilles. Comment? tu payes combien de taxes, toi? Bah moi je suis en SARL, donc déjà si je me verse un salaire, il y a 45% qui partent. Après il y a la TVA, t'as 20%. Après t'as l'impôt sur le revenu. Après à la fin de l'exercice fiscal, t'as l'impôt sur la société. Genre c'est ahurissant. T'as envie de te tirer une balle, genre tu sais pas ce qui te reste. Genre En fait. ouais bah là ouais, enfin va devoir faire ça ouais bientôt ouais. Tu fais tout passer en C'est petite prévu. société. Ouais c'est prévu, mais je suis sûr que ça donne envie de se tirer une balle, hein, vraiment. C'est insupportable. Et justement, bah, par rapport aux factures, comment est-ce que tu gères les jours où juste t'as pas envie en fait? Je bosse pas. Tu bosses pas? En fait, je te dis, moi, le truc, c'est que c'est le kiff. Et je te dis que, genre, j'ai longtemps dans ma life essayé de lock-in, alpha mail, Yomi Denzel, allez, on bosse, la discipline, la discipline. Eh, Ouais. frère, j'ai envie de me tirer une balle dans la tête. Et en fait, je me connais, je sais que je suis cyclique et que si j'ai besoin de repos et que j'ai la flemme, genre, ne pas me l'accorder, ça va juste allonger la phase de flemme. Alors que si je me laisse avoir la méga flemme, en fait, des fois, je me dis, oh, j'ai trop la flemme de bosser aujourd'hui, je vais rien faire dans la journée. Je regarde mon tel, je me scroll pendant 30 minutes et après, ça revient. En fait, je trouve que, en fait, ton cerveau, il est fait d'une manière où tu peux pas faire qu'un seul truc à la fois. En fait, t'as forcément besoin d'équilibre, t'as besoin de social. En fait, tu restes un animal et t'as besoin de plein de trucs. T'as besoin de social, t'as besoin de trucs. Et tu peux pas lutter à contre-courant de
ce que ton cerveau veut, tu vois. Et je trouve ça tellement plus simple d'aller avec le courant en faisant en sorte que ton cerveau ait envie de travailler. Parce que non seulement, si tu te forces pas et que tu as envie de travailler, tu vas faire du meilleur travail, tu vas avoir des meilleures idées, tu vas être plus spontané, tu vas plus kiffer, tu vas être plus productif. Genre, juste, si j'ai pas envie de travailler, je ne travaille pas et je vais me baigner dans la piscine. Et en fait, le truc, c'est que je te dis, ça vient pas vraiment les moments où t'as pas envie de travailler. Parce que quand tu commences à. C'est au début qu'il faut se forcer et que c'est relou as fuck. Et parce que quand tu commences à chiffrer, c'est un kiff, c'est t'as envie de plus, c'est fun, c'est fun. Si t'arrives à bien entretenir cette relation avec le travail, tu vois. Mais donc pour l'instant, ça m'arrive pas trop. Même bah, là, je crois vendredi, samedi, j'avais un peu la flemme de bosser. Bah, j'ai pas foutu grand chose, je crois, vendredi. Samedi, je me suis remis un peu à bosser. Et, euh, et depuis, je fais. Genre, j'ai bien travaillé, tu vois. Mais c'est vibes. Genre, le truc, c'est que juste pour moi, t'entretiens une bonne relation avec toi-même et le travail. Et c'est pas en forçant les choses que ça va améliorer la relation avec le travail, tu vois. C'est juste que ça devienne le plus gros kiff du monde, tu vois. Faut juste que ça devienne une addiction. Ok, je vois. Et euh, il y avait une question que je vais poser. Ouais, tu m'as dit que c'était à partir de janvier que vous avez vraiment commencé à chiffrer, à bien chiffrer, que vous avez capté la méta, etc., etc. Qu'est-ce qui a changé à ton avis au moment où vous ne chiffrez pas et au moment du coup là où depuis janvier vous chiffrez vraiment? Est-ce que c'est un changement au niveau mindset qui s'est fait ou c'est vraiment plus opérationnel, structurel, genre? Hmm. Mais déjà, je crois que je t'ai pas dit que c'était depuis janvier parce que en fait, euh, c'est juste en vrai, c'est un peu exponentiel. Genre, la courbe Stripe. Attends. Je suis à la courbe Stripe et c'est vraiment, c'est un peu lunaire, genre le truc des mois. Tu veux bien, attends, rien. Vjou. Oh. Donc, il n'y a pas tout sur Stripe, il y a PayPal et tout, mais Hmm. donc, tu vois, ça fait comme ça. Mais en gros, c'est vraiment analyser, c'est-à-dire que tu vois, quand il y a une KPI qui marche pas bien, c'est de vraiment analyser, comprendre pourquoi. Des fois, en fait, aussi, un truc vraiment important, c'est que, genre, réfléchir, ça aide pas tout. C'est-à-dire que, en fait, quand tu réfléchis, tu fais avec ce qu'il y a dans ta tête. Et des fois, il y a des trucs que tu n'as pas conscience, etc. Et si par exemple, tu convertis pas assez bien, au lieu de réfléchir et essayer, ah, comment faut faire, bah, lis le livre 100 Million de Alex Hormozy. Si tu sais pas comment faire un bon webinaire, regarde des vidéos de Jason Fladian. Si tu sais pas comment structurer ton webinaire, soit je sais pas, tu suis la formation de Jean et Jody, soit tu regardes des vidéos de Jason Fladian sur YouTube. Et en fait, c'est juste, ça se fait petit à petit. C'est, tu, tu regardes là où ça déconne, tu fixes, parce que de toute façon, le tunnel webinaire, en réalité, c'est un truc qui a peu de variables. Et c'est pour ça que c'est top, parce que ça a pas énormément de variables. Et c'est stable, dans le sens où ton show-up il est relativement stable, ta conversion, si tu changes pas trop le Webi, elle est relativement stable, ton CPL il va pas exploser du jour au lendemain non plus, même si ça part un peu en couille, tu vois, des fois c'est un peu terrifiant, mais ça va. Ton taux d'inscription il est relativement stable et juste t'améliores petit à petit. Et vu que si t'améliores un truc pour la semaine d'après, tu vas l'améliorer pour la semaine d'après, après, à l'infini en fait, tu vois. Et chaque amélioration reste dans le temps. Et c'est pour ça que c'est hyper fort parce que moi, du coup, ça fait depuis octobre, ça fait quoi? Ça fait 8 mois que j'améliore un tunnel en permanence. Et que du coup, ça devient une machine ça devient un tank le truc. Tu vois, ça devient un rouleau compresseur. Et du coup, après, plus le truc est efficace, plus tu lui envoies du budget pub dans la gueule, plus tu envoies des leads dans la gueule. Et il tank, et il envoie, tu vois. Ok, je vois. Donc, c'est vraiment en fait un truc, une machine que I built this shit brick by brick. C'est ça? Ah, vraiment. Break by break. Vraiment, vraiment. Ok, ok. Euh, Comment est-ce que tu définis le succès aujourd'hui par rapport à comment tu le définissais avant d'avoir du cash? Je pense c'était peut-être plus matérialiste, donc des chiffres, l'argent. C'est une bonne question, ouais. L'argent ou être meilleur ou être dans des endroits stylés, être à Dubaï, etc. Maintenant, c'est vraiment surtout être accompli et kiffer ce que tu. En fait, pour moi, c'est juste kiffer ce que tu fais. En fait, pour moi, la vie a besoin de s'exprimer. On est tous une représentation différente de plusieurs aspects de la vie, de par le fait qu'on soit juste tous uniques et que bah, la vie est magnifique et qu'on a besoin d'exprimer. On a tous besoin d'exprimer ce qu'on a d'unique. Et pour moi, la réussite, c'est juste être accompli dans ton expression de toi-même, en Mhm. vrai de vrai.
Ok. Donc c'est honnêtement. encore la même chose ça fait un peu le parallèle plutôt à ce que tu disais avant justement avec le fait de, de s'accomplir en fait dans sa version idéale. D'ailleurs, toi, tu prends exemple sur qui? C'est aussi une question que je devais te poser. Tu, Hmm. tu prends exemple sur qui pour te permettre d'avancer? Genre, à qui est-ce que tu as envie de ressembler plus tard? Est-ce que t'as personne en tête? T'as envie, ça veut dire de te créer un humain, genre, entre gros guillemets, totalement nouveau, tu vois? Genre un Transformers, le truc. Ou est-ce que t'as envie de ressembler à une personne présente? C'est une question intéressante et je te répondrais par le fait que il y a des gens qui m'inspirent, mais j'ai pas envie de ressembler à personne, enfin à qui que ce soit, j'ai envie de ressembler à personne, j'ai envie de ressembler à moi, parce que c'est ce que je te disais tout à l'heure, les gens qui ont un type 3 en énéagramme, ils ont un problème identitaire et ils vont essayer, ils ont en fait ce réflexe de copier ce qui marche, d'être mimétique, tu vois. Et c'est pour ça dans cet outil, on les appelle les caméléons. Parce que du coup, ils perdent leur identité pour répondre aux attentes. Et du coup, quand tu vois quelqu'un, ah, ça marche bien ce qu'il fait lui, je vais faire comme lui. Une anecdote par rapport à ça. Je pense que tu connais Keo et Andrew Tate. Ouais. Il y a une vieille vidéo d'Andrew Tate où c'est la première fois qu'il prend une douche dans son jet. Et la vidéo est très, très drôle. Sauf que moi, une des premières fois où j'ai découvert Keo, c'était littéralement Keo qui faisait la vidéo copier-coller d'Andrew Tate. Et je me dis, mais c'est qui ce neuil? C'est trop gênant, genre, et une personnalité, tu vois. Mais en réalité, c'est aussi un contre-coup du succès parce que c'est une configuration mentale qu'on a. C'est-à-dire qu'on va essayer de faire du mimétisme sur tout ce qu'on admire, tout ce qu'on ressent. Et je sais pas si tu connais Togi ou pas, le youtubeur. Ça me dit un truc. En gros, c'est un gros dégénéré, complètement drogué, complètement full addict au gambling et complètement sous stéroïdes, qui est honnêtement une de mes inspirations, parce que ça a beau être un dégénéré, en fait, ce qui est fort, c'est qu'il arrive malgré tout à vivre ce qu'il veut vivre de par son mindset, et il dit des trucs très intéressants par rapport à ça, c'est que Togi, en fait, il a percé parce qu'il était Togi. Et tu peux pas être le prochain Togi, tu Mhm. vois. Tu peux être le prochain toi. Tu peux pas être le prochain MrBeast. Tu peux pas, tu vois. En fait, MrBeast, il s'est pas dit je vais être premier youtubeur du monde en étant PewDiePie 2. Non. Ouais. En copiant PewDiePie. Parce que non, ça marche pas. En fait, tu vas forcément être moins bien que l'original. Parce que, en fait, personne est aussi bon que Jovic à être Jovic. Personne n'est aussi bon que Lubin à être Lubin. Personne n'est aussi bon que Togi à être Togi. Tu peux pas être le Togi 2 puisque t'es pas Togi. Tu seras forcément moins bon que Togi. Mais pour autant, toi, t'es toi-même et t'apportes quelque chose d'unique. Et le truc, c'est que t'as un avantage hyper bâtard sur tous les autres. C'est que personne sera aussi bon que toi à être toi. Donc arrête d'essayer d'être quelqu'un d'autre. Arrête, tu peux t'inspirer des autres. Parce qu'il y a tellement de gens qui m'inspirent. J'étais au concert de Bad Bunny hier soir. Pour moi, c'est un mec qui a eu un succès monumental via de l'art, ce qui est encore plus impactant puisque c'est une forme d'expression de soi-même, etc. Donc c'est hyper inspirant parce que c'est un mec qui a de la réussite, qui a de l'impact, qui a de l'authenticité, c'est hyper cool. Mais le truc c'est que ça se fait en étant soi-même et personne sera meilleur que toi à être toi. Et essaye pas d'être le prochain Bad Bunny, d'être le prochain Togi, d'être le prochain Andrew Tate. Tu vois, il y avait plein de wannabes Andrew Tate après qu'il ait percé. Sauf que, on les a tous oubliés parce que personne sera meilleur qu'Andrew Tate à être Andrew Tate. Et pour la personne qui écoute ça ici, personne sera meilleur que toi à être toi en réalité. C'est ce que, tu sais que c'est une réflexion que je parlais justement avec mon pote, il n'y a pas si longtemps que ça en plus. C'est le fait de copier. Le fait de copier, déjà, on va prendre dans une logique purement entrepreneuriale. Ok? Mathis Clouet s'est mis à faire des, des miros. Énormément de personnes après ont eux aussi fait des miros. La vraie question, c'est maintenant, est-ce qu'on se souvient de ces autres personnes? Pas du tout. Est-ce qu'elles ont percé? Pas du tout. C'est-à-dire que ton but à toi, c'est pas de recopier un format juste parce que ça buzz. Ton but à toi, c'est de s'inspirer de ce format et d'en faire le tien, tu vois. Il y a ça. Par exemple, c'est la même chose avec Nick Setting. Tout le monde a commencé à copier Nick Setting, mais les gars, vous pouvez essayer de le copier, mais vous serez pas aussi mémorable que lui. Tout ce que vous faites, en fait, c'est alimenter sa fame autour de lui. Il y a ça. Et il y a le truc aussi où tu regardes des animés un peu ou pas? J'aime beaucoup One Piece et sinon, non, pas vraiment. T'as regardé Kuroko Basket? Non. Ah ok. Bah, dans ce truc, ça dit un truc fort, c'est genre en mode... en gros, il y a un mec, un grand métis, un peu super fort au basket, tu vois. Genre, c'est vraiment LeBron James 2.0, genre, il est vraiment super chaud. Et il y a un mec, il voulait le copier, justement. Et il lui a dit quoi? Il lui a dit, gros, tu peux pas dépasser ce que tu as envie de copier. Et ça, c'est super important C'est de ça. conscience, tu vois. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Tu peux. En fait, si tu copies un truc, tu peux être au mieux aussi bon que l'original.
Et le truc, c'est que l'original, c'est du déjà vu. En fait, le truc, c'est que pourquoi les gens ils iraient vers la copie si genre en fait c'est le truc c'est que tu vois c'est comme si t'avais une paire de Nike Hmm. et une autre paire de Nike contrefaçon, genre la contrefaçon était aussi bien faite que la vraie, mais c'est du déjà vu, genre les contrefaçons s'en branlent, genre La s'en bat seule les couilles. Et manière c'est d'aller chez la contrefaçon, c'est que ce soit moins cher. mais c'est ça, hein, c'est ça. Et le truc c'est que c'est souvent une stratégie business, les gens ils disent ah je vais copier ce qui marche. Mais non, mais c'est trop tard. C'est Ouais, trop tard. C'est dire enfin il y a des trucs plus larges de la psychologie humaine, de la vente, du marketing qui marchent évidemment, mais juste copier sans savoir pourquoi tu copies en essayant de faire la même chose, non, c'est horrible, fais pas ça. ok. Je sais qu'il y a un truc aussi qui est super important que je voulais dire. C'est, ouais. En fait, le problème des entrepreneurs à l'heure actuelle, c'est qu'ils copient trop. Et c'est pour ça aussi qu'on a un train d'avance un train de retard, pardon, sur le marché américain. Mm. C'est que ici, comme on copie énormément, on n'a pas compris le principe même d'entreprendre. Entreprendre, c'est innover, avoir de la valeur ajoutée. Tu vois ce que je veux dire? Sauf que en copiant, t'as pas de valeur ajoutée, par définition. Tu vois. Ouais. Comment est-ce que tu veux dépasser, par exemple, le marché US si tu as envie de dépasser le marché US, ou même prendre de l'avance sur ton marché, si au final, tout ce que tu fais, c'est recopier les plus grands dans un premier temps, mais aussi et surtout détruire cette valeur ajoutée qui est la tienne, c'est-à-dire ta personnalité, tu la changes pour ressembler à quelqu'un d'autre, tes connaissances, tu les changes pour ressembler à quelqu'un d'autre, etc., etc., etc. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens Mm. du tout. Ben, Elon Musk, il a fait des voitures électriques quand personne n'y croyait. Il a fait des fusées, personne faisait des fusées. Il a fait PayPal, personne faisait ça. Il a fait son premier business, je crois qu'il a revendu je sais pas combien. Il aidait des entreprises à se mettre sur le net en je sais pas combien. Personne faisait ça. Il était premier à chaque fois. C'est-à-dire que, en fait, le truc c'est que les gens, ils ont une idée et ils la font pas parce que ça n'a pas été fait avant, donc ils ont peur, tu vois. Mm. Et sauf que le truc c'est que les gens qui ont innové. Ah putain, attends, Kenny, il disait un truc incroyable par rapport à ça. Faut que je me souvienne. Attends, attends. S'il faut, je te le retrouve et j'en ai rien à foutre. Attends, ouais, c'est ça. Non, attends, c'est bon. En fait, c'est une quote qui m'a marqué pendant des semaines, je faisais que penser à ça. C'était, en fait, pour être un visionnaire, il faut baser tes décisions sur ce que tu vois. Les gens basent leurs décisions sur ce qu'ils entendent et sur leur mémoire. C'est-à-dire que, tu vois, Kanye, c'est un visionnaire parce qu'il se dit, ah, genre, je me dis, ah, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Bah, je vais faire ça, tu vois. Il voit et il dit, je vais faire. Et alors que les gens, ils vont se dire, ah mais j'ai entendu que, ou je me souviens que quand j'ai fait ça, bah ça s'est pas bien passé, ou que, en fait genre, tu vois, en fait si t'as pas de nouvelles data, en fait si c'est pas déjà dans tes mémoires, si tu l'as pas déjà entendu, tu vas pas le faire. Alors que si t'es un visionnaire et que tu fais tes décisions en fonction de ce que tu vois, tu vas dire, ok je vois ça, je vois ça, je vois ça, donc je me dis ça, donc je vais faire ça. Ouais. Donc, c'est. Enfin, en vrai, tu veux pas, je te mets l'extrait, genre la vraie vidéo, parce que ça va être tellement plus impactant que moi qui raconte comme de la merde et qui paraphrase de malade. Non, je vois ce que tu veux dire. C'est que, genre, en gros, les gens qui prennent des décisions, c'est parce que ils se sont souvenus que ça a marché, entre gros guillemets, hein. Mais ils se sont souvenus que ça, par exemple, ça a marché, ok? Ou même que ça leur a impacté. Donc, ils vont décider de faire la même chose qu'eux. Sauf que Hmm. si tu as vraiment envie de prendre de l'avance sur ton marché, il faut que tu regardes ton marché. Tu regardes ton marché, tu, tu te poses la question, et c'est justement, il y a deux modes de pensée. Il y a le mode de pensée x10 et le mode de pensée 10%. x10, c'est si là, demain, je vais avoir 10 fois plus de résultats que mes concurrents, comment est-ce que je devrais faire, tu vois? Hmm. Même si demain, je devais régler tel problème et me permettre d'avoir 10 fois plus de résultats par la même occasion, comment est-ce que je pourrais faire? Ça va te forcer à innover, tu vois. Vu que tu peux pas dire, Hmm. je vais juste copier le concurrent. Non, vu que tu n'auras pas Hmm. 10 fois plus de résultats en le copiant. Et tu as le mode de Hmm. pensée 10%, là où justement, tu vas te poser la question, ok, là, je dois améliorer mon truc de tant de pourcentage. Comme ce que tu fais avec tes KPIs. Genre, je dois baisser tant de tant de pourcentage, comment est-ce que je devrais m'y prendre, genre. Tu vois. Donc, Ouais, c'est pour ça qu'il faut pas overthink. C'est pour ça que je suis wise, parce que si tu réfléchis trop, tu vas plus oser faire. En fait, il faut que ça vienne d'un élan. C'est-à-dire que tu as un feeling, si tu le fais, une idée, tu le fais, au lieu de te poser trop de questions. Et des fois, ma mère, elle a peur qu'on se fasse copier. Je dis, mais maman, genre, même si on se fait copier, ça sera gaze de toute façon. Donc ça sert à rien. Mais si tu veux, j'ai l'extrait, j'ai la vidéo de Kanye. Si tu veux, je peux te mettre le vas-y. truc exact. Attends, je te mets le son. Visionary, Ok. all you have, to be a visionary, all you have to do is make decisions based off of your eyes instead of your ears and your memory. Meaning, so at the moment of the MTV Awards,
I made that decision based off of my eyes. I was like, that's not correct. That is invalid. Completely invalid. And everybody else, don't move. That's off their ears. Oh, he gonna get in trouble. That's off their memory. They don't move. They're enslaved. They're enslaved to what? Tu vois, et pour moi, c'est une méga inspiration de Kanye. Et ça, c'est genre, ça m'a fait réaliser un truc de malade. C'est-à-dire que, en fait, lui, c'est un visionnaire et il fait des trucs incroyables et il m'inspire énormément. Et en fait, ça m'a fait juste me dire, mais en fait, faut que j'arrête de me dire, ok, est-ce que c'est une bonne idée, est-ce que je sais pas quoi. C'est-à-dire que si je me dis qu'il y a une bonne idée, c'est qu'il faut que je le fasse. Tu vois, des fois, t'as des idées, tu dis, ah, ça pourrait être bien si, mais tu le fais pas parce que bah, tu prends les décisions en fonction de ce que t'as entendu, si t'as entendu que ça c'était bien, ou tu te souviens que il faut faire les choses comme ça. Non, c'est-à-dire que tu vois, tu dis, ah, ça pourrait être bien de faire ça, tu le fais, tu arrêtes de prendre des décisions en fonction de ta mémoire, en fonction de ce que t'as entendu, qu'il fallait faire, etc. Non, genre, faut écouter, faut se renseigner, etc. Mais faut aussi, en fait, prendre le next step, parce que sinon personne ne le fera en fait. Ok, ouais, je vois ce que tu veux dire. C'est genre, quand t'es dans un flow, encore une fois, le cerveau aime la naturalité. Au lieu d'attendre ou de faire tes recherches, juste, eh frérot, lance-toi, frérot. De toute façon, on n'a qu'une vie. J'ai envie de te dire, t'as rien à perdre. Vu que si tu perds quelque chose, tout est un flux dans la vie. Ça peut se rattraper, genre. Donc on n'a pas ce truc vis-à-vis de ça. Euh, Les... Comment est-ce que tu gères l'ego quand ça commence à bien marcher, ok? Et à quel moment, d'après toi, l'ego devient un danger plutôt qu'un moteur? Hum, je pense que je le gère plutôt bien dans le sens où, en fait, j'ai toujours eu une très haute estime de moi. Et pour moi, c'est normal que je fasse les chiffres que je fais maintenant. Du coup, je prends pas la grosse tête. C'est juste que pour moi, c'était gênant et complexant que je fasse déjà pas ça avant. Et le truc, c'est que du coup, le fait que j'ai ça maintenant, je prends pas la grosse tête. Pour moi, c'est normal et je m'en branle. Et c'est juste pour le kiff. Et je te dis, c'est vraiment. Ça rejoint encore une fois ce que je disais. Est-ce que tu fais ça en partant d'un endroit d'amour ou ça part d'un endroit de peur et de peur de manquer? Si tu as peur de manquer, bah, tu vas faire ça pour être rassuré, pour que les gens ils te voient d'une manière de quelqu'un qui a réussi et qui te rassure, qui t'aime, etc. Blablabla, et que du coup tu vas te sentir péter plus haut que ton cul une fois que tu penses que tu arrives parfaitement à arborer le personnage que tu dois arborer pour que les gens t'aiment, te reconnaissent et te sécurisent. Sauf que, bah, je te dis, si tu fais ça pour toi et pour ton kiff, bah, t'as pas justement ce truc-là. Donc, c'est quoi la suite de la question? À quel moment est-ce que tu penses que l'ego, justement, devient un danger? Je pense que ça devient un danger si t'as fait ça si t'as voulu réussir en attendant quelque chose des autres. C'est-à-dire que les autres, ils sont rien à foutre de ta gueule. Tu sais. Fais ça, faut vraiment, vraiment que tu fasses les choses pour toi. Parce que les gens, ils vont pas plus t'aimer, ils vont pas plus te trouver sympa. Ça va rien. En fait, ça va simplifier des choses. Et, et en fait, un truc que je trouvais intéressant, c'est qu'Andrew Tate, il dit que l'argent, c'est juste un amplificateur de qui t'es. C'est-à-dire que si t'es un mec bien sans argent, tu seras un mec bien. En fait, après, ça dépend de tes intentions, tu vois. Si t'es fait Zermatt, t'es un mec bien et tout. Mais en fait, ça montre vraiment qui t'es au fond. En fait, ça montre vraiment qui t'es au fond, tu vois. C'est-à-dire que si t'es vraiment un mec bien, je veux juste être un mec super bien derrière avec de l'argent. Si t'es un connard, en fait, ça va amplifier qui t'es vraiment. Ça va juste amplifier qui t'es vraiment au fond. Et il faut juste que, au fond, t'es réglé tous tes trucs. Je sais pas, si t'as des méga insécurités, tu vas être casse-couille en fait avec de l'argent. Parce que si t'as une insécurité, tu vas essayer de la combler, tu vois. Les mecs insécures, c'est ceux qui ouvrent le plus leur gueule, etc. Et pour moi, tu vas devenir un casse-couille égotique avec de l'argent si t'as des trucs pas réglés, des méga insécurités, etc. Il faut que tu te sentes à l'aise avec toi-même, avec ou sans argent, et que tu aies une profonde connaissance de toi-même, de tes défauts, de tes qualités, de tes failles, des patterns un peu toxiques ou des mécanismes de défense que tu peux avoir. Donc pour moi, c'est apprendre à se connaître soi, être à l'écoute de soi et être dans le respect de soi-même, tu vois, pas se brusquer, tu vois, genre, ce truc, c'est pour ça que moi j'ai du mal avec ce truc de discipline, de non, même quand t'as pas envie, t'y vas, etc. Parce que moi, ça me fait juste me dégoûter du travail et derrière, je travaille juste beaucoup moins. Et ça va me rendre anxieux, ça va me rendre malheureux, ça va me rendre aigri, ça va juste. C'est beaucoup de respect de soi, beaucoup d'amour de soi et genre faire ça pour le kiff, tu vois. Et je pense que
plus t'exprimes qui t'es toi-même, plus t'exprimes ton identité propre, ton alignement, en fait, ça va être crescendo, tu vois. Parce que quand t'arrives à être toi-même et à exprimer la partie unique qui est en toi, et que, en fait, tu reçois en plus en retour de l'univers, que ce soit monétairement ou de l'amour de tes proches, ou que genre, t'arrives à leur offrir des expériences super, en fait, c'est vraiment effet boule de neige, c'est crescendo, ça va, ça vient, tu vois. Tout est cycle, il faut que ça circule, tu vois, que ce soit l'amour, l'argent. C'est pour ça que les gens qui essaient de garder l'argent, bah, en fait, ils sont très pauvres en réalité, tu vois. Les gens qui sont très économes, en réalité, ils sont très pauvres. Tous les gens riches, je sais pas si t'as déjà entendu ce conseil, mais ils disent tous de dépenser sans compter. Parce qu'en fait, quand tu dépenses, ça dit non seulement à ton inconscient bah, que genre il faut faire plus, que c'est un flux, que l'argent, bah, en fait, c'est un outil, c'est pas quelque chose auquel faut s'accrocher comme ça, tu vois. Et ça vient justement, encore une fois, ça te permet d'aller vers une place d'amour et de kiff, parce que tu kiffes dépenser, tu kiffes créer, au lieu d'une place de manque, de peur, de manquer de peur de manquer, tu vois, justement. Hmm. Moi, justement, je suis dans cette optique-là. Je me dis, en fait, des fois, j'ai des réticences à dépenser de l'argent. Après, je me dis, dans tous les cas, l'argent, c'est un flux. L'argent, ça va, ça vient. Ça fait tourner Mm. l'économie dans tous les cas de dépenser. Et ça va faire plaisir à une autre personne de dépenser. Donc, ça, je pense qu'on a la même vision là-dessus. Il y avait une question que je vais te poser. Je crois que je l'ai oublié de ouf. C'est pas grave. Euh, Mais je pense qu'on a à peu près fait le tour. On a à peu près fait. Ouais, c'était carré. C'est carré. Est-ce que tu connaîtrais, vu que là je suis aussi en train de rechercher des gens justement pour faire d'autres podcasts, tu connaîtrais des gens qui eux aussi chiffrent bien, ok, ont une bonne vision comme toi et qui seront prêts ou pas, hein? Le but c'est de leur donner envie de faire des podcasts, frérot. Est-ce que t'en connaîtrais ou De pas? la vision. Bah, à mon plus grand malheur, mes potes ne sont pas entrepreneurs, hein. Ils sont fait leurs études tous, donc non, franchement, je ne saurais vraiment pas quoi te dire. Euh, non, franchement, je te dis, je suis seul dans mon délire, hein. Je suis Vraiment? seul dans mon délire, hein. Ah, je te jure. C'est À bah, la c'est pour ça limite, aussi que je vais au mastermind, c'est pour rencontrer des gens un peu comme toi et moi, tu vois. C'est ça aussi qui peut être intéressant, tu vois, parce que j'ai toujours été vraiment seul dans mon délire. ok, à la limite t'as ton pote, mais ton pote Mais mon il, pote, il s'en bat les couilles. il doom scroll. Ouais, il doom scroll, il s'en branle. Euh, ok, bah c'est pas grave, frérot. Merci en tout cas pour Avec plaisir. d'avoir été présent. Merci d'avoir répondu oui à cette invitation. On se dit quoi, les gars? On se dit ciao, à la prochaine. C'était un plaisir. C'était Jovic. Ciao. Du coup, voilà, gros. Euh, Je te dis 50 max. Ok, donc je disais, le problème des entrepreneurs, c'est qu'ils veulent trop faire les entrepreneurs. Et ça casse les couilles. Genre, ton attitude, ce qu'il faut savoir, c'est que ton attitude dépend de ton positionnement. Ça veut dire que si tu te positionnes comme, je sais pas moi, étant Elon Musk, tu vas faire les mêmes actions que lui. Si tu te positionnes comme étant, je sais pas moi, enfin j'abuse un peu, mais tu captes un peu l'ADA, Ouais, quoi. ouais, je capte. C'est ton Positionne identité aussi, ton positionnement, c'est ton identité en réalité. pile. Et en voulant trop faire les entrepreneurs, bah, ils cassent les couilles à tout le monde. Donc, faut juste Bah aller à vraiment. l'inverse du courant. Ça veut dire que j'ai dû réadapter ma personnalité à qui j'étais avant, vu que j'ai vu que ça me plaisait beaucoup plus. Et c'est pour ça. Donc, valeur business, ok, j'apporte de la valeur business, purement bah, comme je le fais là actuellement, et valeur émotionnelle, relationnelle, vu que, encore une fois, les gens, quand ils vont acheter, ils vont se projeter, ok, est-ce que je kiffe vraiment ses valeurs, est-ce que je kiffe vraiment sa DA, sa personnalité, Hmm. etc., etc., vu que t'es l'image, en fait, de ton business, hein, tout simplement. Ouais. Et après, bien évidemment, il y a le C de la conversion. Et le but, en fait, c'est qu'une fois que tu arrives à la conversion, c'est que t'es rien à faire, en fait. Vu que pour moi, un lead Ouais, qui ouais. est prêt, c'est un lead qui, genre, il vient en appel de vente avec toi, il dit, frérot, je sors la CB. Ouais, C'est ouais, ouais, je suis d'accord. arrive, tu vois. Et j'ai eu Hmm. énormément de leads comme ça, genre, c'est une dinguerie. Hmm. Mais pour ça, faut mesurer à l'impact. Enfin, genre, en mode, plus tu as d'impact sur une personne, plus c'est susceptible d'arriver. Donc, la question, justement, pour améliorer ton système d'acquisition, d'ailleurs, toi, je pense que ça pourrait te servir, c'est pas comment est-ce que je peux faire pour me permettre d'avoir plus de cas, pour que mes clients me rapportent plus de cash, c'est comment est-ce que je peux faire pour avoir plus d'impact sur mes prospects. Vu que plus t'as d'impact, que ce soit sur tes prospects ou ton industrie, forcément, plus tu pourras pricer cher et plus ils seront prêts à acheter chez toi. Tu vois. Hmm. Et tu quantifies ça par quoi l'impact? L'impact, en fait, genre en mode pour moi, c'est value degree. C'est-à-dire que chaque personne a un certain degré de valeur, ok, au-delà duquel il va forcément placer comme étant une figure d'opposition.
Par exemple, toi, tu as dit que tu aimais beaucoup, par exemple, Andrew Tate, ok, ou même Togi, ok? Tu les aimes parce qu'ils ont eu de l'impact sur toi. Parce que tu as consommé énormément de trucs et qu'ils ont, du coup, cet impact à pousser ce degré de valeur au maximum. J'ai appelé Value Degree juste pour faire stylé, je te mens pas. Sinon, j'ai pas d'autres prénoms. Mais genre, euh, parce qu'ils ont poussé cet impact-là au maximum, t'as consommé, 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 t'as kiffé leur vibe, leur valeur, leur manière de vivre et la valeur qu'ils donnent. Et du coup, par conséquent, tu les as vus automatiquement comme des figures de référence. Et c'est pour ça qu'il y a des gens qui vont te dire The Valère est mieux et d'autres qui vont te dire, par exemple, Mathis Clou est mieux, tu vois. Et c'est la même chose qu'on va retrouver dans le foot Hmm. avec le débat Messi et Cristiano Ronaldo. Au final, c'est lequel match le plus avec tes valeurs. C'est pour ça que tu vas le trouver fort. Ouais. Je pense que ce que tu dis c'est très vrai, mais plus dans, en fait, dans les funnels organiques. Tu vois, genre c'est vrai aussi pour nous dans un funnel webinaire, mais l'approche elle va être différente parce que ce qui va faire convertir, ça va être le chemin psychologique, même si le lien etc., avec la personne il compte énormément. Le truc c'est que nous, on base pas sur le fait qu'il nous ait vu 1000 fois, qu'on lui a apporté plein de valeur, etc., et qu'il veuille à tout prix bosser avec nous. Le truc c'est que nous, on a 1 heure et demie pour la faire convertir, pour la faire passer de je te connais pas, t'es qui à ok, je crois en ta méthode et je veux y aller, tu vois. Donc je pense que ce que tu dis c'est hyper vrai, mais que c'est genre surtout beaucoup plus vrai dans les funnels où justement ton acquisition elle se fait via de l'organique. En fait, je pense que ça dépend. Pourquoi? Parce que, par exemple, là, tu vois, dans ton funnel Webi, là où tu as 1 heure 30 pour convertir, ton but à toi, c'est aussi d'avoir assez d'impact pour que le prospect se dise, putain, mais en fait, cette personne, elle peut vraiment changer ma vie. Et du coup, faut forcément que j'achète chez lui. Tu vois ce que je veux dire? Hmm. Et pour Bah, en avoir... fait, c'est juste que, tu sais, des fois, il y a des gens qui. En fait, c'est juste le piège de donner trop de valeur, parce qu'en fait, si tu donnes trop de valeur, les gens, ils s'achètent pas. Et c'est juste ça que. Le petit truc que. La parenthèse que faut clarifier, c'est que c'est pas parce que tu donnes énormément de valeur qu'il va acheter. C'est pour ça que ce que je disais tout à l'heure, c'est. En fait, tu montres le problème, pas la solution. C'est-à-dire que tu leur fais prendre conscience du problème, tu leur fais, confiance, tu leur fais prendre conscience de quoi faire, mais pas de comment le faire en fait. Tu vois, et t'apportes de la valeur dans le sens où tu leur fais comprendre en réalité c'est quoi leur vraie problématique, tu leur fais comprendre en fait comment ils peuvent, genre quoi faire pour résoudre ce problème, mais pas vraiment comment le faire. Et le comment le faire, bah, en fait, on le fait avec toi si tu achètes notre offre, tu vois. Et c'est, je suis d'accord que bah, c'est un maximum de valeur, mais c'est juste, enfin, pas donner la solution, quoi. Enfin, pas trop pour qu'ils aient plus besoin de toi, tu vois. J'ai trois questions. La première, c'est comment est-ce que tu arrives à leur faire prendre conscience qu'ils ont pris conscience justement du quoi, mais pas du comment? Est-ce que c'est un shift eux-mêmes qui se font ou est-ce que c'est toi qui leur dis clairement vous avez le quoi mais vous avez pas le comment, tu vois? Bah, en fait, c'est un peu bancal, mais ça se fait. C'est juste que tu vas donner les étapes à faire. Tu vas dire, par exemple, il faut se réassocier, il faut travailler sur les traumas du passé, sur les associations faites entre la cigarette et les moments, avec telle et telle méthode. Mais pour autant, si on dit, bah écoute, pour arrêter de fumer, tu dois te réassocier, tu dois travailler sur tes traumas du passé, tu dois, avec des outils de psychothérapie, tu dois travailler sur les liens inconscients que tu as fait entre certaines émotions et la cigarette, entre certains moments et la cigarette. Ok, je dois faire ça, mais je le fais comment? Et bah écoute, ça tombe bien, on a une super offre à 333 euros qui t'explique tout de A à Z, tu vois. Et tu dois faire ça, tu vois. Et pour autant, tu vois, si je te dis, pour faire de l'argent, tu dois faire un tunnel webinaire. Bah ok, cool, mais je fais quoi? Je fais comment? Achète la formation de Jean jeudi et tu verras, fais comme moi, Non, ils m'ont je bien pense niqué, tu vois. Mais tu vois, c'est ça en fait, c'est tout simple. qu'il C'est y a le un quoi, mais truc pas qui le est comment. vraiment intéressant. C'est quoi? C'est que je pense que le quoi, quand le quoi est facile, le comment devient une évidence. Je crois que c'est comme Ouais, ça. Parce ouais, non, ça se tient, c'est grave, c'est vraiment vrai ce que tu dis. pour rendre le quoi difficile. Si le prospect il a l'impression que le quoi est facile à faire, bah dans ce cas-là, il va le faire de son côté. Tu vois ce que je veux dire? Par exemple, Hmm. là tu dis réaligner à soi-même. Ok, mais je te mens pas, ça a l'air compliqué de ouf comme ça, tu vois. Dit comme ça a l'air compliqué de ouf, genre Ouais, en mode c'est quoi ce ouais. qu'on va faire. Mais si par exemple tu dis juste le quoi, ça serait pas réaligner à soi-même, mais juste euh, par exemple un truc tout con, mais trouver ce qui se fait vibrer. Dans ce cas-là, étant donné que le quoi a l'air facile, on va se dire que le comment aussi est facile. Et pourquoi dépenser par exemple 333 Hmm. euros, même voire plus, alors que le quoi il a l'air super simple, tu vois ce que je veux dire? Mais en fait, il faut trouver l'équilibre entre ça a l'air impossible, même avec sa méthode, je veux même pas essayer, c'est j'abandonne, et le bah je vais faire tout seul parce que ça a l'air super simple en fait ce qu'il me dit de faire. Tu vois, il faut trouver un peu l'équilibre entre les deux. Et puis aussi, en vrai, un truc business, moi, que je trouve qui est tellement simple, mais tellement incroyable et important, c'est la value equation de Alex Hormozy. Et comprendre genre chaque valeur
à quel point l'impact et je sais pas si tu vois c'est quoi j'imagine la value equation de Alexandre Ouais. Mozy. Ouais. Bah, c'est, enfin, pour ceux qui savent pas, en gros la valeur perçue d'une offre c'est égal à la promesse, donc le dream outcome, donc le résultat que tu promets, fois à quel point ils pensent qu'ils vont y arriver, divisé par les efforts et les sacrifices fois le temps que ça va prendre. Donc tu essayes de minimiser le temps que ça va prendre et les efforts et les sacrifices cette fois le moins possible, donc le moins d'efforts pour y arriver, le moins de sacrifices pour y arriver et le moins de temps possible pour y arriver. Genre, et tu essayes de maximiser en fait bah, la promesse, en fait, c'est à quel point ce qu'ils vont avoir ça va être génial et à quel point ils pensent qu'ils vont vraiment y arriver avec ton véhicule. Et bah, ça, je pense que ça s'adapte énormément en fonction des offres. Faut trouver ce qui marche parce que tu vois, nous, notre marché, c'est plus ils sont super sceptiques puisqu'ils ont essayé plein de trucs, ils sont bloqués depuis des années, ils n'y arrivent pas. Donc c'est témoignages augmenter le fait que dans leur tête ils disent ah putain mais en fait ça peut vraiment marcher, tu vois. C'est genre les faire y croire, tu vois. Alors que Ouais. pour d'autres trucs, il y a des gens ils se disent bon j'y crois, je sais même pas si ça va marcher, mais en tout cas c'est un claquement de doigts, tu vois. L'alcool, en fait pourquoi c'est aussi fort, c'est parce que les efforts et les sacrifices ils sont pas très élevés, tu bois et le temps c'est immédiat, tu vois, en un claquement de doigts. C'est pour ça que en fait la en fait, il prenait cet exemple avec le Xanax, tu vois. Le Xanax, t'as zéro effort, t'as zéro sacrifice. Le dream outcome, c'est tu te sens super bien. Le chance que ça marche vraiment, bah, il est à 100%. Tu sais que si tu prends le Xanax, tu vas aller mieux. Et le temps, le délai, il est immédiat. Donc c'est pour ça que c'est une offre irrésistible comparée à améliorer sa vie, faire du sport. Parce que ça prend du temps, il faut des efforts, c'est pas sûr d'y arriver. Tu vois, et c'est juste que pour ça que bah, c'est un truc irrésistible. Et pour ça que ça a fait un carton, je sais plus quand c'est sorti, tu vois. Et c'est un truc que. C'est un classique, mais excellent. Ok, ok. C'est super intéressant. Et il y avait aussi un autre truc que je voulais dire. Comment est-ce que tu arrives, en fait, à... Vu que là, on parlait de véhicules, du coup, on parlait de véhicules, on parlait d'à quel point il fallait leur faire prendre conscience que c'était simple, que c'était rapide, etc., etc. Comment est-ce que tu arrives à mettre en place, par exemple, toi, c'est quoi ta structure de Webby pour leur faire prendre conscience de tout ça, justement? En gros, moi déjà, j'avais regardé la vidéo de. Il y a une vidéo super intéressante si jamais il y a des gens qui veulent prendre le temps de faire ça, de Jason Fladien sur YouTube qui explique il me semble, les 14 étapes de comment il structure ses webinaires. En gros, lui, c'est le GOAT des webinaires, il est beaucoup trop fort. Et moi, ce que je fais, c'est. Bah, en vrai, globalement, c'est toutes ces étapes, mais dans les grandes lignes, intro où ils se reconnaissent à la mort, ils disent ok c'est ça ma douleur, ok ça m'intéresse ce qu'on va faire, une promesse, tu fais genre voilà où vous en êtes, voilà votre situation, donc les gens ils se sentent compris. Ensuite tu dis voilà ce que je vous promets, voilà ce qu'on va faire dans ce webinaire, donc tu as le programme, donc ils sont hype. Ensuite tu te présentes, pour ajouter de la crédibilité. Donc en fait souvent ce que les gens ils font dans les webinaires, le truc classique c'est de raconter son histoire pour montrer que eux aussi ils sont partis de loin et que du coup si eux ils ont réussi bah les prospects aussi peuvent y arriver. Bon nous ça marche pas du tout parce que en l'occurrence ma mère n'a jamais été fumeuse et que bah, c'est une psychothérapeute, donc c'est un peu plus complexe, mais l'idée de cette histoire c'est de se dire que putain en fait cette personne elle est hyper compétente. C'est de la social proof, tu vois. Cette personne, c'est avec elle que je dois me former ou avec personne d'autre parce que en fait, personne n'est plus compétente que elle dans le fait de m'aider dans ma problématique. Donc cette troisième étape, ou quatrième, je sais plus. Après, moi, je trouve, tu fais prendre conscience du problème. Jason Fladien, il appelle ça le paradigm, le shift de paradigme. En gros, où en fait, les gens, tu leur fais prendre conscience du coup du vrai problème qu'ils ont, tu vois. Comme, bah, en fait, le problème, c'est pas la nicotine ou la volonté ou, ou ce qu'ils pensent, tu vois, ça va juste être bah, les liens inconscients et tout ce qu'on va leur faire prendre conscience. Les gens ils vont se dire ah putain en fait c'est ça le vrai problème. Ensuite tu leur fais prendre conscience du comment résoudre ce problème et petit à petit dans tout ce truc là tu essaies de parsemer de témoignages et de faire sens et de en fait ça peut être simple et tu essaies de faire des micro-commitments, tu vois, des oui, est-ce que vous êtes prêt à vous engager dans une méthode de 21 jours pour travailler ça, pour faire ça, blablabla. Tu essaies de les chauffer, de faire monter l'énergie, et après tu essaies de faire une offre. Tu vas présenter d'abord ton offre vite fait, enfin en fait tu vas présenter ton offre, tu vas annoncer le prix, tu mets de la FOMO, tu dis qu'il y a un certain nombre de places limitées. Enfin en tout cas moi c'est ce que je fais, tu vois. Et après tu vas ajouter les bonus parce que en fait
c'est pas un truc qui est forcément fait énormément, mais tu vois, en fait, quand tu vas donner ton offre et que tu vas annoncer le prix, les gens ils vont se dire, ok, donc tout ça, j'ai ça pour 333. Et après, tu vas ajouter les bonus, et le fait qu'ils soient annoncés après le prix, ça fait se dire que, ok, c'est vraiment en plus, tu vois, j'ai vraiment tout ça en plus, et ça fait augmenter la valeur perçue. C'est un truc dans le livre d'Alex Hormozy, il parle vraiment des bonus, il dit que, genre, 35 couteaux, ça donne moins envie d'acheter que un couteau avec 34 couteaux gratuits, tu vois. Bon, moi je trouve ça juste dans les deux cas un peu bizarre parce que j'ai envie d'acheter aucun des deux. Mais écoute, je trouve que l'exemple est un peu chelou dans son livre, mais personne veut 35 couteaux, tu vois. Mais c'est sûr que avoir des trucs offerts, c'est cool, tu vois. Et ça aide pour la valeur perçue. C'est de trouver une garantie adéquate. Bon, évidemment, en fait, nous ce qu'on propose comme garantie, parce que en fait, le résultat il dépend pas de nous en réalité, il dépend de est-ce que tu t'impliques dans le programme. Les gens qui s'impliquent, ils ont des résultats exceptionnels, ils ont des retours exceptionnels et c'est super, tu vois. Mais le truc, c'est que il y a énormément de gens qui regardent une vidéo, deux vidéos et qui arrêtent, tu vois, ou alors qui l'ouvrent jamais le programme, tu vois. Et ça, on peut rien pour ces gens-là. Et c'est pour ça que notre garantie, en réalité, c'est pas une garantie de résultat, c'est une garantie d'accompagnement. C'est-à-dire que ma mère, elle va les accompagner jusqu'à ce qu'ils aient arrêté la cigarette et qu'ils soient 100% confortables. Donc tu mets une garantie et après bah, tu sais de donner d'autres raisons de vendre, tu freestyle, tu vois. Mais globalement, il y a plein de vidéos de Jason Fadien qui sont hyper intéressantes là-dessus. Mais il faut que le prospect s'identifie, en gros résumé, le prospect s'identifie, ce qu'on va voir pour qu'ils aient vraiment envie de voir le webinaire, de rester jusqu'au bout. Ensuite, social proof pour montrer que c'est possible pour eux et que tu es vraiment la meilleure personne possible pour les accompagner. Faire prendre conscience du vrai problème. Faire montrer le comment, enfin le quoi faire, mais pas comment le faire. Parsemer le tout de témoignages et pour que de trucs qui font en gros augmenter le fait que les gens ils disent que ah, ok c'est vraiment possible, tu vois. Justement dans la value equation de l'Alex Hormozy. Et ensuite tu présentes ton offre, tu donnes le prix ou pas, ou alors tu donnes le call to action du call. Parce que si c'est du high ticket, tu vois, nous on fait de la vente directe vu qu'on est en middle ticket. Et après tu fais tous tes bonus. Et après tu fais tes garanties, après tu fais des arguments de vente, tu fais des value stacking, après c'est freestyle, hein, honnêtement. Tu mets des témoignages en plus, c'est freestyle. Hein. Mais elles sont. C'est. Ça dépend énormément des marchés et tout, ça dépend de plein de trucs. En fait, il n'y a pas de solution magique, tu as besoin de l'expérience. C'est-à-dire que si tu te lances dans l'entrepreneuriat, tu vas galérer 2-3 ans, après tu vas commencer à marcher. Et ils disent tout ça, les premiers 10 000 euros, c'est les plus durs à faire. Et après, c'est le plus dur, c'est les 10 000 premiers. Après 100K, c'est plus facile que les 10 000 premiers. Après... De quoi? T'as pu le remarquer toi d'ailleurs? Ah ouais, mais de ouf, de ouf. Franchement, c'est de plus en plus facile en réalité. Vraiment, c'est de plus en plus facile. Et aussi, il faut profiter des premiers euros qu'on fait. Moi, je serais jamais aussi heureux que quand j'ai fait mes premières ventes. Genre, je me souviens, ma première vente, que ce soit avec mon père ou avec ma mère, c'est le bonheur, profites-en. Parce il est inégalé. tu peux faire 5 000 euros en une soirée et ça te fait limite ni chaud ni froid au bout d'un moment. Genre, tu t'en branles. Alors que quand tu vois pour la première fois que ton dashboard il est pas à 0 euros, t'es en extase. Tu sautes de joie pendant 15 minutes. Tu vois. J'ai une question aussi, une petite dernière, c'est quoi? C'est avant on parlait de l'effet cumulé. Je te disais du coup, j'essaye moi ma technique c'est quoi? C'est je fais énormément de prospection, mais du coup j'investis aussi énormément sur la create content. Parce que lorsque la create content qui est pour le plus tard, donc il y a une acquisition pour maintenant et une acquisition pour plus tard, lorsque la create content qui est pour le plus tard ce plus tard viendra et commencera à me rapporter du cash, ça sera 100 fois plus que la prospection. Toi, justement, comment est-ce que tu viens gérer ce maintenant et ce plus tard, genre? Déjà, est-ce que tu as un plus tard? Et si oui, comment est-ce que tu viens gérer le maintenant et le plus tard? En fait, moi, faut savoir que je vois les choses un peu comme un gros flemmard. C'est-à-dire que je veux que tout ce que je fais, tout ce que je fasse, ça me rapporte long terme. C'est-à-dire que j'ai pas envie de rebosser pour avoir des trucs, etc. C'est-à-dire que ce que je kiffe avec les webinaires, c'est que en fait, tu mets un système en place et le truc, c'est que tu bosses pas pour rien parce que chaque amélioration que tu fais, elle reste. Si tu améliores ta séquence email elle est améliorée pour tous tes prochains webinaires. Et le truc, c'est qu'il y a de l'effet cumulé parce que chaque amélioration, et s'accumule, et s'accumule, et s'accumule, et petit à petit, tu as une machine de guerre et que tu n'es pas obligé de repartir à zéro toutes les semaines. C'est-à-dire que chaque semaine, tu as un webinaire encore mieux que la semaine d'avant parce que la semaine d'avant, tu l'as amélioré, que la semaine d'avant, tu l'as amélioré. Et que moi, c'est comme ça que je vois les choses long terme. C'est en tout cas par rapport à ce funnel-là, à ce business-là, tu vois. C'est que je veux que ce que je fasse
ça soit pas juste sur le moment. Je veux mettre mon énergie dans des choses qui vont me rapporter, genre, pour toujours. Tu vois, c'est-à-dire que je fais un truc et ça va avoir un impact sur tout le futur. Sur, pas juste maintenant, tu vois. Je fais pas un truc pour que ça me paye demain. Je fais un truc que je veux pouvoir réutiliser ces trucs à l'infini. C'est pour ça que moi, j'aime moins la création de contenu. Parce que tu vas toujours faire des nouvelles vidéos, faire de nouvelles vidéos. Moi, je fais mes ads et je mets du budget et je touche plus, tu vois. Et enfin, tu fais que toucher en vrai, mais c'est C'est juste. un détail. Ouais, c'est ça, ça te rend ouf. Mais j'aime juste trop le fait que je sais que tout ce que je fais, j'aurais pas à le refaire demain parce que ça reste dans le temps. Moi j'ai toujours voulu créer un système où juste le système il est comme il est et juste à faire rentrer les gens dedans et ils ressortent. Je fais rentrer des inconnus, ils ressortent des acheteurs. Je fais rentrer des inconnus, ils ressortent des acheteurs. Et comme ça, en fait, t'as pas à aller chercher. Juste, tout est automatisé. Moi, j'ai toujours voulu, depuis que je suis tout petit, créer une machine de guerre, créer un truc automatique qui fait le boulot à ma place, qui est en pétard, et chaque action que je mets, elle améliore cette machine de guerre, et j'ai pas en fait à refaire à chaque fois. C'est pour ça qu'il y a des business, par exemple, comme le closing, comme les closers, tu vois, moi, ça me chauffe pas du tout, parce que chaque jour, ok, t'améliores en compétences, mais chaque jour, tu dois retourner taffer, tu repars de zéro en réalité. Tu vois, c'est-à-dire que euh, ça dépend encore de ta compétence du moment. C'est-à-dire que tu dois être bon tous les jours. Alors que moi, si j'ai été bon un mois, en fait, ce mois où j'ai été bon, en fait, les trucs de ouf que j'ai fait ce mois-ci, bah en fait, c'est pas que pour ce mois-ci, c'est pour tout le futur, toutes les améliorations qui ont été implémentées, ils sont pour tout le temps, tu vois. Ok, ouais, je vois ce que tu veux dire. Donc en gros, toi, ton but, c'est vraiment euh, le problème que tu vois en fait dans la plupart des systèmes d'acquisition et qu'il n'y a pas dans le truc Webi, c'est que les systèmes d'acquisition, c'est par exemple la création de content, c'est tu fais une fois et après tu dois refaire des vidéos, ainsi de suite, Mm, ainsi de suite. Donc c'est mm. vraiment le fait de venir faire plusieurs vidéos qui pose problème, vu que c'est comme si tu repartais de zéro en fait à chaque fois que tu faisais une Ouais, vidéo, c'est ça, tu dois exactement. chercher une autre idée, etc. Et ça. Exactement. Hobby, juste tu fais une fois, tu push et ça va te carry, par exemple, sur des mois, voire même des années, genre. Ouais, exactement. C'est-à-dire que si t'es un webinaire béton, bah après, en fait, tu l'améliores à chaque fois, mais le truc, c'est que ça reste, et t'as juste à. En réalité, le seul truc que je suis un peu obligé de faire, enfin, j'ai tout le temps envie de l'améliorer, tu vois, pour avoir plus d'oseille, pour avoir un meilleur ROS, pour pouvoir skiller plus, mais le seul truc que je suis vraiment obligé de faire pour renouveler, c'est des ads. C'est le seul truc que je dois tout le temps refaire, c'est parce que les ads, ça te fatigue un peu, tu vois, donc je dois en refaire. Mais tout le reste, ça reste. En fait, j'ai pas besoin de réinventer la roue à chaque fois, j'ai pas besoin de re-être bon. C'est pas comme si je devais faire un nouveau webinaire chaque semaine. En fait, j'en ai un, il est bon, et chaque semaine, il me rapporte de l'oseille. Et c'est génial parce que juste, au lieu de devoir être bon chaque semaine, t'es bon en améliorant une machine et ça reste tout le temps. Ok, Voilà, donc, par contre, je vais vraiment devoir te laisser ouais. sur celle-là Ouais, après. désolé, il est 21 h Non, déjà. Là, c'est à moi c'était un ta plaisir, passion. c'était un plaisir. Mais vas-y. De toute façon, on s'attrape. Je pense on refera un truc. Ok. Ok. Dis-moi si t'es chaud, hein. Du coup, pas tout de suite, mais dans le Ouais, futur, pas tout avec de grand suite, pas plaisir. tout de suite, mais ouais, plus tard. Ouais, non, avec grand plaisir. Ok, vas-y. Je te laisse. Profite bien Ouais. du truc, du